Verdun est un génie actuellement coincé à l'intérieur de la tour de magie connue sous le nom de Bohémiran. Apparemment, il a été capturé par son impitoyable maître de la tour et est torturé à mort. Ce que le maître de la tour veut soutirer de notre garçon est la seule chose qu'il est pour lui, son intelligence, les connaissances qu'il a réussi à accumuler tout au long de sa vie. En ce moment, il n'est rien de plus qu'un sujet de test, un rat de laboratoire s'approchant lentement de sa mort à l'intérieur de cet endroit maudit. Verdun a enfin compris la raison pour laquelle il est exploité de la sorte. C'est parce qu'il est faible et impuissant. Pour comprendre comment notre garçon a fini comme ça, un peu d'histoire est nécessaire. Voici donc le contexte. Sa misérable vie a commencé il y a 15 ans. Il a grandi dans un orphelinat parce qu'il n'avait pas de parents, et le seul souhait qu'il avait depuis longtemps était de devenir un mage incroyable. Finalement, il est entré dans la tour de magie en tant que travailleur normal juste pour apprendre la magie. Mais peu importe ses efforts, il ne pouvait pas devenir un mage. Ce qui le retenait, c'était quelque chose appelé la limite de croissance. C'était le test de compatibilité magique qu'il avait passé à l'âge de 7 ans, ce qui signifiait essentiellement qu'il ne pouvait pas devenir un mage. C'était essentiellement une condamnation à mort pour lui dont le rêve de longue date était de devenir un mage. Mais même alors, il n'a pas renoncé à son rêve. Après tout, la seule chose qu'il voulait dans la vie était de devenir un mage à part entière reconnu. Alors il jetait secrètement un coup d'œil au grimoire laissé dans les pièces tout en travaillant comme simple manœuvre à la tour de magie. Il a également absorbé toutes les connaissances des livres trouvés dans la bibliothèque de la tour de magie. Même s'il n'avait pas beaucoup de pouvoir magique, il avait confiance en son esprit vif et capable. Son intelligence lui a donné le peu d'espoir dont il avait besoin pour continuer. Quelques années ont passé, et grâce à un travail acharné, il est finalement devenu chercheur à la tour de magie. Pendant qu'il y travaillait, ses recherches et ses nouvelles idées étaient si intelligentes que même toute la tour en était stupéfaite. C'est alors qu'il a réalisé que son intelligence n'était pas juste un avantage aléatoire. Son génie transcendait la norme. Il a un jour montré son plus grand travail à Lucar, le seul chercheur avec lequel il avait de bonnes relations. Lucar est devenu la première personne forcée de reconnaître le potentiel illimité de notre garçon. Il n'était pas exagéré de penser qu'il pourrait passer de simples manœuvres à érudit de la magie, mais son rêve de devenir un érudit à la tour de magie est resté juste un rêve lorsque Lucar l'a trahi. Ce salaud a volé les articles de thèse de Verdun un jour avant qu'il ne soit censé les soumettre. Il a soumis la thèse volée sous son propre nom au maître de la tour, revendiquant tous les droits pour lui-même. Lorsque Verdun a signalé le vol au maître de la tour, le maître a été stupéfait de réaliser que quelqu'un comme Verdun était capable de produire une théorie de la continuité multidimensionnelle. Ce salaud était censé être l'estimé maître de la tour de magie de Bohême connu sous le nom de Balrog Bessius. Verdun avait confiance que le maître rendrait justice, mais il ne savait pas que son travail exceptionnel avait enflammé le feu de la cupidité à l'intérieur du maître de la tour, le transformant en un oppresseur cruel. Maintenant confiné et torturé, Verdun regrette le jour où il ne s'est pas enfui et n'a pas vécu une vie normale. Pendant la journée, il est exploité comme un ouvrier. La nuit, ces salauds effectuent des tests atroces sur lui. On lui a un jour dit de créer un cercle magique pour valider la théorie de sa thèse. Pour mener à bien cette expérience, ils ont injecté des drogues dans ses veines pour observer la réaction dans son corps. Ils voulaient qu'il invente une nouvelle potion en la raffinant. Tout ce qu'il a obtenu en retour, ce sont des menaces du maître de la tour de tuer les personnes qui lui sont chères. Pour lui, sa vie est déjà finie car il était impuissant face à ces bêtes. Alors qu'il est allongé là, de doux souvenirs du passé lui traversent l'esprit. Son esprit est tellement déformé qu'il se souvient à peine de ces moments, n'ayant aucune idée de ce qu'ils signifient tous. Les souvenirs montrent une fille, Rovaline, avec qui il a promis de devenir un grand mage. Si seulement son potentiel de croissance avait été un peu plus élevé, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais pour l'instant, il n'a d'autre espoir que d'admettre sa mort. Ensuite, il y a cette voix bizarre et effrayante qui le hante après chaque expérience. C'est une voix froide, comme des fourmis qui lui parlent. Cette voix peut dire que Verdun n'a pas réellement perdu sa volonté de vivre, ou du moins c'est ce que notre garçon pense au fond de lui. Ces fourmis commencent à s'empiler, se transformant en un monticule. Pour le bien de la vengeance et de la survie, les fourmis suggèrent qu'il serre les dents et endure la torture jusqu'à la toute fin. Ce n'est qu'alors qu'il renaîtra. Après cela, personne n'aura assez de force pour le piétiner. Il exercera un grand pouvoir et dépassera ses limites. Cette créature donne enfin à Verdun l'espoir que rien n'est encore fini. Il peut utiliser la chaleur du ressentiment qui bouillonne en lui pour aiguiser la lame de la vengeance, et ainsi Bro se met au travail. Il va défier son destin en accomplissant une méthode de reconstruction du corps comme personne n'en a jamais vu auparavant. D'ici demain, il est sûr qu'il va franchir ses limites. La théorie tant désirée de défier les cieux, qui lui permettrait de reconstruire son corps, était enfin achevée. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre cette théorie en pratique. Il va essayer quoi qu'il arrive, même si ce corps sans magie se brise dans le processus. S'il réussit, il sera un homme libre d'ici demain. La longue nuit passa, et finalement, le jour où il mit son plan à exécution se leva. Suivant la routine quotidienne, ses ordures viennent lui assigner une tâche subalterne dans le laboratoire d'alchimie, comme passer la serpillière. Il reçoit l'ordre strict de nettoyer les taches de sang de son corps et de rapiécer ses coupures avant de se présenter au travail.
Le gars continue de le réprimander et de dire de la merde, tandis que notre gars absorbe tout et suit les ordres comme on lui dit. Plus tard, on le voit dans le laboratoire d'alchimie en train de nettoyer l'équipement. Alors qu'il nettoie, son ami d'enfance, Rovalin, apparaît. Il lui demande pourquoi elle est ici. En réponse, elle lui rappelle ses projets de partir. Verdun se souvient enfin qu'elle est censée déménager à l'étranger pour poursuivre ses études dans la ville magique, Varante. C'est un privilège spécial réservé aux talents les plus exceptionnels de la tour. Il est vraiment heureux pour elle et espère que tout se passera bien pour elle. Pendant ce temps, elle a l'air tout aussi inquiète pour lui. Elle renouvelle son invitation, lui disant de venir avec elle à Varante. Contrairement à ici, il n'aurait pas à faire face à des imbéciles arrogants qui le méprisent. Il pourrait trouver de nouvelles opportunités d'apprendre dans la ville magique. Pour la petite histoire, il ferait mieux de ne pas avoir d'idées farfelues. Elle ne l'invite que pour son propre bien, pas parce qu'elle l'aime ou quoi que ce soit. Après un moment de silence, Bro donne enfin son verdict, un verdict qui ne me surprend pas. La fille se sent triste de sa décision. Alors qu'il la regarde partir à travers les barreaux de sa fenêtre, il est heureux qu'elle ne sache pas ce qu'il a vécu ou ce à quoi il a été soumis. Maintenant qu'elle est partie, elle n'aura pas à faire face aux dommages collatéraux des plans tordus qu'il a pour cette tour de magie. En parlant de la tour, le prochain festival de magie est le jour le plus crucial pour elle. C'est l'un des jours fériés les plus reconnus au niveau mondial, destiné à commémorer la construction de la première tour de magie et à célébrer la renaissance de la magie. C'est pourquoi c'est le jour le plus chargé de l'année pour la tour. Une fois que le festival commence, les mages de haut rang partent tous pour les grandes villes, ne laissant derrière eux que ceux de bas rang, donnant à notre garçon l'occasion idéale de réaliser le plan tordu et délirant qu'il a concocté. En ce moment, il est en route pour servir le gardien de la chambre forte au trésor. Après avoir servi du thé à ce salaud, il insiste pour entrer dans la chambre forte puisque le maître de la tour lui a demandé de nettoyer les chambres fortes au trésor. Une fois que cet arrogant tas de merde lui donne la permission à contre-cœur, Verdun entre et ferme la porte derrière lui. Il s'assure d'activer un artefact d'insonorisation pour qu'aucun son ne s'échappe. C'est là que tout change. Une fois qu'il descend plus profondément, il rencontre l'artefact le plus précieux et le plus recherché. On dit que le maître de la tour a dépensé une fortune pour produire cet artefact artificiel. Il permet à un mage d'effectuer un triple lancer et réveille temporairement les talents latents de quiconque le manie. Ce bâton joue un rôle crucial dans son plan. Pour l'obtenir, il doit désactiver le cercle magique de protection. C'est un sort de 7e niveau personnellement créé par le maître. Verdun s'est démené pour étudier comment briser ce sort au cours des 7 dernières années. Il a enfin une chance de détruire l'artefact que le maître de la tour chérit le plus. Pendant ce temps, quelque part dans la tour, 2 abrutis boivent et se plaignent. Ils sont frustrés que pendant que d'autres profitent du festival, ils soient coincés à garder la source d'énergie. Mais encore une fois, ils ne peuvent blâmer personne pour leur malheur. Ils ont tiré les pailles courtes eux-mêmes. Alors qu'ils s'en veulent pour leur malchance, notre garçon rend visite à ces ivrognes seulement pour recevoir l'ordre d'aller chercher plus d'alcool. Alors qu'il se tourne pour partir, un salaud murmure qu'il attend le jour où il deviendra le maître de la tour, alors il n'aura pas à boire cette merde bon marché. L'autre n'est pas si sûr qu'acquérir le siège du maître soit aussi facile que son ami le fait croire. Mais il semble que ce salaud ne sera pas là pour voir ce jour parce que notre gars a maintenant le bâton dans ses mains, et il tranche la gorge de ce salaud l'instant d'après. Quand Grinette se tourne vers la source du coup mortel qui a coûté la vie à son ami, il trouve Verdun, à son grand choc. Pensant que Verdun n'est qu'un avorton qui dépasse les bornes, il décide de lui donner une dure leçon en attaquant avec un sort de rang 3 appelé raz-de-marée. En réponse, Argile utilise le bâton volé et lance son propre sort connu sous le nom de lance de terre. Le sort conjure des projectiles de pierre géants, assez pour submerger le salaud et le faire tomber sur le coup. Il a du mal à comprendre comment quelqu'un comme Verdun, qui est au bas de l'échelle avec le rang 1, peut même utiliser la magie. En réponse, Verdun ne se retient pas. Il se tient juste devant le salaud comme un putain de faucheur et met fin à sa vie pour tous les problèmes qu'ils lui ont causés. Après avoir tué les deux, il utilise leurs empreintes digitales pour accéder au cœur palpitant connu sous le nom de source d'énergie de la tour de magie. Il lui a fallu 7 ans pour atteindre ce point. Maintenant, en utilisant le mana de la source d'énergie, il se prépare à initier le sort, défiant les cieux. Il est mentalement préparé à faire face aux conséquences s'il échoue. Peu importe la gravité des circonstances, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Après avoir enchanté un cercle magique sur lui-même et la source d'énergie, il initie finalement le sort défiant les cieux, qui lui permettra de reformer son corps. Le processus commence, et la magie commence à jaillir de ce cœur. La magie de la source d'énergie est si intense qu'elle peut être vue à des kilomètres à la ronde. Quoi que fasse notre garçon, c'est énorme. C'est sûr. Même le maître de la tour, qui se rend en ville pour le festival, peut voir l'énorme énergie de loin. La seule chose capable de produire une telle production est la source d'énergie elle-même, ce qui signifie que quelqu'un a pénétré dans sa tour et vole toute la puissance pour lui-même. En quelques minutes, la tour semble s'effondrer en poussière. Sous les décombres, notre garçon émerge. Le bâton qu'il tient se désintègre également en poussière. Voir toute la zone anéantie alors qu'il est toujours en vie signifie que son plan a été un succès. Soudain, il remarque quelque chose dans le ciel. C'est le maître de la tour,
qui se précipite dans les airs en utilisant des cercles magiques, essayant de rattraper le voleur qui a désintégré sa tour de magie en rien. Repérant le criminel au milieu du carnage, le maître de la tour déclenche l'un de ses sorts offensifs. Mais notre gars a déjà disparu en utilisant la magie de téléportation, laissant le salaud agacé grincer des dents de frustration. Il est tellement énervé qu'il commence à dégager une aura magique malveillante qui fait léviter les rochers autour de lui. Que ce soit l'empereur lui-même ou juste un enfant, il est déterminé à tuer quiconque est responsable de la destruction de sa tour. Le matin arrive, et la scène suivante montre le claquement silencieux des montagnes. Au fond des bois, notre garçon se réveille, déconcerté par l'endroit où il se trouve. Alors qu'il se rafraîchit avec de l'eau de rivière froide, il aperçoit son reflet. Il est choqué quand il remarque que son apparence a complètement changé. Ses cheveux bruns sont devenus gris cendré, et ses pupilles noires ont viré au bleu clair. Il n'est pas sûr s'il est devenu une personne complètement différente ou si quelque chose s'est passé pendant la reconstruction de son corps. En regardant en arrière, il se souvient clairement avoir abattu les gens de la tour de magie avant de réussir à défier les cieux. Avant que le maître de la tour ne puisse réagir, il s'est échappé en utilisant la magie de téléportation. Maintenant, il est quelque part d'inconnu. Les plantes autour de lui ne ressemblent en rien à celles près de la tour de magie de Bohême. Cela signifie probablement qu'il s'est téléporté à travers la moitié du continent. En d'autres termes, il a réussi à utiliser les cieux défiants pour transformer son corps et s'est échappé via le cercle magique préparé. Un rire chaleureux s'échappe de lui après avoir acquis la liberté qui lui était refusée depuis longtemps. Il ne peut s'empêcher de rire, imaginant le maître de la tour en ruine en ce moment. Avec la tour de magie détruite, le maître de la tour n'aura aucun indice sur qui est derrière ce gâchis, et il ne soupçonnera pas non plus que son rat de laboratoire s'est échappé au lieu de mourir comme un chien. Aussi grosse que soit cette perte, elle ne suffit pas à faire tomber la tour de magie de ses racines. Bien que la main-d'œuvre soit perdue, Verdant est sûr que le maître de la tour a des contre-mesures. Après tout, Balrog Bézia, le maître de la tour, n'était pas appelé l'omnipotent pour rien. Cela dit, Verdant est satisfait des dégâts qu'il a causés pour l'instant. Pendant que la tour de magie se reconstruit, il deviendra plus fort et préparera sa vengeance. Sa vengeance ne sera complète qu'une fois qu'il aura détruit tout ce que Balrog a construit. Surtout, le nom du mage Verdant sera gravé dans l'histoire s'il réussit. Désormais, cette histoire tourne autour de la quête de vengeance, de respect et de l'estime que Verdant gagnera en tant que grand mage. C'est son seul but à partir d'aujourd'hui. Pour l'instant, il met de côté la tour et la vengeance pour se concentrer sur sa croissance. Un peu plus tard, il tombe sur un type vert effrayant qui a du mal à retirer une hache coincée d'une boîte en bois. Verdun élimine l'ennemi distrait d'un seul coup. On dirait qu'il n'a pas encore fait de grandes percées en magie. La couleur de ses cheveux et de ses yeux a changé, mais son apparence est à peu près la même. Même sa capacité de mana ne s'est pas améliorée. Il se concentre sur son environnement. Les gobelins sont fréquents ici, il doit donc être loin du village principal. Il remarque des marques de dérapage d'un chariot et une boîte en bois qui est probablement tombée lorsque le chariot s'est enfui. En utilisant la détection de mana, il suit une chaîne de mana qui coule le long de la route. Le conducteur du chariot a l'air terrifié comme s'il était poursuivi. Pour obtenir le contexte, le conducteur raconte comment il a rencontré des restes de bandits soi-disant anéantis récemment. Il a même essayé de négocier en utilisant le nom du baron Pitt, mais sans succès. Pour empirer les choses, les mercenaires qui l'escortaient l'ont abandonné. Mais tous ces problèmes n'étaient rien comparés à l'énorme ORC apparu avec un sourire sinistre. Pendant que l'ORC et les gobelins se régalaient de bandits, le conducteur a profité du chaos pour s'échapper. Grâce à ces bandits, il a eu de précieux moments pour fuir. Soudain, il entend un grognement sinistre d'un monstre se rapprochant, et il panique, fouettant son cheval pour qu'il galope plus vite. On dirait que sa chance est finalement épuisée. Son chariot heurte une racine épaisse, ce qui lui fait perdre l'équilibre et se renverser. Il se relève en titubant, seulement pour trouver une meute d'yeux assoiffés de sang qui le regarde. Les monstres émergent des bois en aspirant à la chair humaine. Le pauvre homme tremble, prêt à mourir d'une mort pathétique comme leur déjeuner. Le monstre se jette pendant que le pauvre gars ferme les yeux en se préparant au pire, mais la chance ne l'a pas complètement abandonné. Il est protégé par une magie terrestre familière, lancée par notre garçon, bien sûr. Les créatures stupides tournent leur attention vers leur prochaine cible, Verdant, debout au sommet d'un monolithe. Je suppose que c'est l'occasion idéale de tester ses capacités, en commençant par ces monstres stupides qui chargent sans le savoir vers leur mort. Il tire plusieurs flèches enflammées, mettant le feu à beaucoup d'entre eux, les brûlant à vif. Le chef de meute ORC géant grogne de colère et ordonne une deuxième charge. Alors que la prochaine vague se précipite en avant, Verdant essaie le double lancement pour la première fois. Il combine un sort de flèche électrifiée avec son sort de feu, un double lancement connu sous le nom de flèche d'onde de chaleur. Le barrage implacable se termine par une explosion massive secouant toute la zone, laissant chaque gobelin réduit en cendres. Verdant est surpris par le résultat, d'autant plus qu'avant la reconstruction du corps, il n'aurait tué aucun gobelin par lui-même. Maintenant, il semble qu'il n'en reste plus aucun. Verdant tourne ensuite son attention vers le conducteur de la calèche piégée à l'intérieur du dôme de terre protecteur, luttant probablement pour respirer avec tout l'oxygène coupé. Mais alors que Verdun est momentanément distrait,
ce salaud d'ORC s'accroche toujours à la vie et essaie de s'approcher de sa proie en douce. Bien que pris au dépourvu, l'ORC n'est pas assez fort pour abattre notre garçon. Un peu plus tard, la calèche est remontée sur les chevaux, et le propriétaire, souriant comme un enfant dans un magasin de bonbons, inonde Verdant de gratitude. Grâce à Verdant, le gars est toujours en vie, alors il lui offre un trajet gratuit. Malgré tout, le conducteur insiste sur le fait que ce n'est pas suffisant pour lui rendre l'appareil. Verdant lui dit simplement de garder les yeux sur la route, sinon il risque de renverser à nouveau la calèche. Mais le type n'arrête pas de jacasser, posant toutes sortes de questions bizarres dans sa bonne humeur. Il parle tellement qu'il finit par taper involontairement sur les nerfs de Verdun. Son esprit est encore sous le choc de sa rencontre éprouvante avec l'attaque sournoise de cet ORC. Après avoir répondu à l'une des questions du conducteur, Verdon demande si des voleurs apparaissent souvent dans cette zone. D'habitude, les voleurs évitent les endroits où errent des bêtes dangereuses. Le propriétaire de la calèche révèle que c'était sa première rencontre avec des monstres. La forêt, explique-t-il, est sous le contrôle d'un arriviste nommé Baron Pitt. Depuis son enfance, le conducteur entretient de bonnes relations avec le Baron Pitt, qui lui a assuré que les voleurs de la région avaient déjà été neutralisés. C'est pourquoi il a pris la route habituelle sans engager de mercenaires coûteux. Verden a obtenu quelques indices. Au début, il pensait que sa téléportation avait peut-être échoué, mais s'il se trouve sur le territoire du Baron Pitt, il est arrivé au bon endroit. Bien qu'il ait effacé toutes les traces qui pourraient mener ses ennemis à lui, il est toujours possible que la tour de magie de Bohème le soupçonne d'être à l'origine de la destruction et qu'elle soit en train de le rechercher. Donc, malgré son apparence modifiée, il doit cacher sa véritable identité et devenir plus fort. Dans cette optique, il se présente sous un nouveau nom, Asher. La seule fois où il utilisera à nouveau Verdant sera lors d'une confrontation en tête-à-tête avec le maître de la tour de magie, coupé à la propriété du Baron Pitt sur son territoire. Le Baron Pitt et ses serviteurs semblent déconcertés de voir le conducteur de la calèche, Conrad, dans un tel état. Toujours l'homme joyeux, Conrad explique que son état est le résultat de sa fuite devant des orques. Aucune excuse du Baron Pitt ne pourrait réparer les ennuis endurés par Conrad. Non seulement des voleurs ont attaqué, mais il a également été confronté à une rencontre inattendue avec des orques. Conrad assure à son ami de ne pas se sentir responsable. L'attention du baron se porte ensuite sur le mage qui a probablement sauvé Conrad. Voyant le sauveur, le baron Pitt invite Asher à entrer pour recevoir l'hospitalité qu'il mérite. Quelque temps plus tard, Asher est vêtu de nouveaux vêtements, remerciant le baron Pitt pour la nourriture, l'abri et un endroit où passer la nuit. Le seigneur est heureux de servir Asher avec le meilleur de ce qu'il peut offrir. Réalisant soudainement qu'il ne s'est pas présenté, le baron se présente officiellement comme le baron Pita Enro, souverain de ses terres. Une somptueuse variété de plats remplit la table. Le baron est assez généreux pour offrir une récompense de 5 millions d'elks pour s'assurer qu'Asher est correctement indemnisé. Puis le baron fait une demande inhabituelle. Bien qu'il semble que ce soit un moment étrange pour demander, il souhaite désespérément engager Asher pour un travail, promettant une belle rémunération. Puisqu'Asher a besoin d'argent pour atteindre ses objectifs, il ne voit aucune raison de refuser. De plus, cela lui donnera l'occasion de pratiquer sa magie dans de vrais combats. Il s'enquiert de la nature du travail. Baron explique qu'il y a quelques jours, des corps ont été retrouvés pendus par le cou dans la forêt du Sud. Une enquête privée a révélé que toutes les victimes étaient des habitants d'une ville agricole voisine aujourd'hui en ruine. Au début, ils ont suspecté des bandits. Mais après avoir fouillé, aucune trace de bandit n'a été trouvée. C'était comme si la magie avait effacé toutes les preuves. En entendant cela, Asher soupçonne que les bandits pourraient avoir un mage parmi eux, bien que ce ne soit que de la spéculation. Il demande quand la chasse commencera. Baron dit que cela commencera dans 4 jours. 4 jours passent comme une douce brise, et un groupe se forme pour accompagner Asher dans la mission. Un chevalier expérimenté se présente comme Enoch, le commandant de l'opération. Ses subordonnés comprennent Harris aux cheveux noirs et le jeune Parrot. Pendant ce temps, Asher se sent complètement dupé d'avoir été entraîné dans cette chasse aux bandits par le rusé baron. Il pose des questions sur certains hommes debout à l'arrière-plan, se demandant s'ils font partie de la mission. Il s'avère qu'ils sont des aventuriers, attirés par des rumeurs d'un étrange ORC récemment repéré. Le paiement pour avoir tué l'ORC est si élevé que même des aventuriers de rang or se sont présentés. Apparemment, les aventuriers de rang or sont à égalité avec les chevaliers ordinaires, des vétérans qualifiés formés à canaliser l'énergie pour se renforcer ainsi que leurs armes. La rumeur veut que ces vétérans puissent abattre des montagnes entières. Voici la chose importante à noter. Puisque ces chevaliers et aventuriers ont encore besoin de l'aide d'Asher, quelque chose de louche doit se passer. Alors qu'ils traversent des bois épais, Enoch insiste pour qu'Asher les informe s'il repère un mage parmi les bandits. Normalement, les mages de niveau 2 égalent les chevaliers en force, mais leur sort à longue portée rend difficile de combler l'écart. Le meilleur des cas sera s'il n'y a pas de mages impliqués. Mais les pires craintes d'Enoch se réalisent lorsqu'ils trouvent un cercle magique devant eux. Asher utilise un sort pour dissiper le camouflage cachant le cercle géant en dessous. Tout le monde est étonné. Le premier sort qu'Asher a abattu était un simple camouflage, tandis que ce cercle massif est un signal d'avertissement aux autres. Asher ordonne à tout le monde de reculer et s'avance seul,
abattant instantanément le cercle d'avertissement. Enoch est complètement stupéfait après avoir vu Asher détruire le cercle magique comme si de rien n'était. Maintenant, tout s'explique pourquoi Baron voulait Asher dans cette mission. Sans parler du fait que les chevaliers sont complètement impuissants contre les attaques à longue portée. Sur ce point, parlons du concept d'explorateur ou d'aventurier. Ils sont censés faire partie d'une guilde qui accepte indépendamment des commissions à travers le pays. Leur travail consiste à explorer des territoires inconnus ou dangereux, et un aspect important de ce travail est l'extermination des monstres. Assez simple, n'est-ce pas? Bien sûr, ces gens traversent un chemin dangereux, faisant toujours face à des situations de vie ou de mort. Mais c'est à cause de ce risque qu'ils sont admirés par les gens du monde entier. Après tout, si un aventurier a des compétences, naturellement, il deviendra riche et célèbre grâce à ses quêtes. En même temps, il y a des occasions où les aventuriers ont indépendamment fait face à tellement de morts et d'expériences de vie insensées que le résultat final est qu'ils finissent par devenir des fous. Ces aventuriers corrompus ont perdu la capacité de contrôler leurs émotions. Et parce qu'ils sont consumés par un désir de prendre du sang, ils déplacent leur cible vers les humains. Ces personnes sont connues comme les bandits de ce monde. En parlant de bandits, 2 d'entre eux sont ici agacés qu'ils aient coupé les pertes du groupe de raid du Baron Pitt. Sans parler du fait qu'ils doivent maintenant faire face à des monstres comme des orques et des gobelins. Il manque également de nourriture, ce qui rend la lutte pour la subsistance difficile. Le chef rugit sur ses hommes pour qu'ils ne restent pas assis à faire les beaux et leur ordonne de chasser des animaux pour se nourrir. Revenons à notre groupe qui observe secrètement la scène des bandits se dérouler. Les chevaliers attendent les ordres du commandant Enoch qui est le plus expérimenté du groupe. Enoch prépare sa lame, croyant que c'est le meilleur moment pour eux de frapper, surtout lorsque leur chef a renvoyé ses hommes à la chasse. Cependant, notre garçon les a incités à reconsidérer leur objectif. Bien qu'il ne soit censé agir qu'en tant qu'assurance contre le mage ennemi, Verdun estime qu'il serait imprudent pour eux de charger alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que sont leurs ennemis. Après tout, si le mage ennemi finit par posséder un cercle magique au-dessus de celui de Verdun, leurs efforts échoueront. Bien que ces inquiétudes soient compréhensibles, le commandant Enoch craint que les bandits ne commencent bientôt à se mobiliser, ils doivent donc agir maintenant. À cela, Verdun révèle qu'il pourrait y avoir une solution à leurs problèmes. Revenant au chef des bandits, il est agacé que leurs efforts d'exploration n'aient abouti qu'à un gaspillage, sans parler du fait qu'il a perdu l'une de ses nouvelles recrues. Son ami mage pense que Varia se plaint un peu trop et soutient qu'il devrait plutôt se concentrer sur une solution. Après tout, aucun d'entre eux n'aurait pu prédire qu'un ORC monstrueux surgirait de nulle part pour tuer certains de leurs hommes. Le bandit est étonné par l'expérience car elle est inhabituelle même pour un explorateur. La seule raison pour laquelle il a fini par être pris dans cette affaire louche est parce qu'il a tué un coéquipier pour de l'argent. Varia recommande à son ami mage, Vilchamp, qu'il devrait plutôt attaquer un autre village. Mais, de toute évidence, il n'a rien réfléchi car le baron est déjà furieux de leur odieuse exposition de cadavres la dernière fois. Ensuite, il y a le fait qu'ils ont couvert leurs traces grâce aux merveilles de la magie de dissimulation, mais ils ne peuvent pas rester coincés au même endroit pour toujours et doivent se déplacer vers un autre endroit. Le mage recommande une ville appelée Marthe, qui n'est pas si loin de cette forêt. Alors qu'ils discutent des plans d'annihilation du village proche de la ville, un puissant faisceau les frôle et explose au contact de la terre. Le mage a réussi à lancer une barrière, les empêchant de subir des dommages. Une explosion sortie de nulle part ne figurait pas sur leur carton de bingo. Vilchamp révèle qu'ils ont été découverts et qu'il s'agit d'une embuscade. En parlant de ça, les 2 chevaliers sous le commandement du commandant Enoch sont déjà passés à l'action. Leurs attaques combinées submergent facilement la barrière défensive de Vilchamp, les en expulsant. Le mage ennemi est frappé d'un coup puissant, ce qui inquiète son ami Varia pour son état. L'avantage de la barrière de mana est qu'en tant que tactique défensive, elle peut être lancée facilement. Le mauvais côté, cependant, est qu'elle peut aussi être brisée rapidement. Juste après avoir brisé une barrière, le coût pour le lanceur est énorme. Celui qui partage cette connaissance n'est autre que notre garçon, qui les stupéfie par sa présence en tant que mage. Grâce au plan de Verdun, ils comprennent maintenant qu'il sera facile de démanteler le mage avec leurs ennemis. Le commandant Enoch espère que son mage se donnera à fond, tandis que Varia est sur la défensive, réalisant que le baron est tellement en colère qu'il n'est pas d'humeur à épargner leur vie. Le fait qu'il ait engagé un puissant mage en dit long. Le bandit têtu refuse de céder et d'admettre sa défaite, se précipitant rapidement pour une attaque. La lame du commandant Enoch s'entrechoque avec celle de Varia, qui déclare froidement qu'il va tous les massacrer et rapporter leur tête au baron. Le commandant Gigachad prend cela comme une insulte aiguë et encourage même son adversaire à faire de son mieux pour atteindre un tel objectif. Pendant qu'ils se battent à l'épée, Verdun est occupé à chasser le mage ennemi qui privilégie la fuite. Ses plans de fuite sont déjoués parce que notre garçon est à ses trousses. Vilchamp trouve pratique que l'agaçant mage qui lui fait face spamme la capacité mur de terre. Sachant que seuls les mages de 3e cercle ont la capacité d'utiliser la magie de vol, il soupçonne que Verdun n'est rien de plus qu'un mage de 2e cercle. Cela donne au type suffisamment de confiance pour lancer un sort de flèche de glace multiple contre son adversaire, espérant le vaincre lors d'une confrontation directe. Les flèches avancent rapidement vers notre garçon, tandis que Vilchamp pense que tuer un type comme lui sera un jeu d'enfant, ou du moins le pensait-il.
Parce que Verdun sort littéralement un contre direct à son sort, le sort de flèches de flammes multiples. Les flèches de feu et de glace s'entrechoquent, s'annulant mutuellement lors d'une collision massive. À la fin de l'attaque, on peut voir un cratère géant laissant des cicatrices sur la terre. Vilchin est plutôt impressionné que le mage de deuxième cercle se maintienne à ce niveau. En même temps, il plaint Verdun d'avoir été imprudent dans le choix de ses adversaires. La bataille aurait été plus facile pour lui s'il avait affronté Vilchan avec l'un des chevaliers à ses côtés. Mais d'après ce qu'on voit, même blessé, Vilchan semble confiant dans sa capacité à vaincre notre garçon. Verdun, de son côté, émerge de la fumée, déclarant avec assurance qu'il n'a aucune intention de le laisser s'échapper pour commencer. Le mage ennemi félicite le jeune homme pour sa capacité à utiliser une magie d'attributs complexes, croyant que Verdun est un joyau de talent et un magicien hors du commun. Cependant, Vilchin n'est pas d'humeur à jouer. Il pense que Verdun a fait une grave erreur et ne s'attendait probablement pas à être détruit par son adversaire. Ce faisant, le type déclenche une magie de glace de troisième cercle appelée la glace tombante. En gros, imaginez un putain de glacier qui vous tombe dessus parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le type est convaincu que notre garçon ne pourra pas survivre à cette attaque. Le glaçon surdimensionné entre en contact avec Verdun, mais pour une raison quelconque, rien ne se passe. Vilchin est abasourdi, ne sachant pas ce qui s'est passé. D'après ce qu'on voit, son adversaire a réussi à arrêter son sort. C'est grâce à Verdun qui a érigé des dizaines de lances de terre, empêchant le sort d'entrer en contact avec lui ou le sol. Le type se détend sans aucun problème. Invoquant le nom du sort et serrant le poing, le mage est capable de briser le bloc de glace sans aucun problème. La simple utilisation du sort lance de terre choque le garçon bleu ici présent. Il n'arrive pas à croire qu'un magicien de deuxième cercle soit capable d'utiliser des sorts au-delà de son contrôle. À cela, Verdun l'aide un peu à le comprendre. Rassemblant de la glace dans sa main, il stupéfie Vilchin avec sa maîtrise de 4 attributs. Une pointe de glace impitoyable empale le corps de Vilchin, et dans sa dernière réalisation, il reconnaît que son adversaire s'est joué de lui depuis le début. Le mage ennemi étant mort, Verdun apparaît impassible, croyant que c'est une bonne chose pour lui d'avoir participé à cette quête. En parlant de combat, vous vous souvenez de l'ORC maniaque dont parlaient les bandits il y a un moment? Ouais. Ce salaud de criminel est en fait en train de manger des humains et de porter le collier des explorateurs, et quelque chose me dit qu'il en veut plus. Retournons 2 jours dans le passé. Verden aime être préparé. Ainsi, avant de partir pour la quête visant à abattre les bandits, il a créé un médicament grâce aux ingrédients qu'il a volés à la tour de magie. Dans ses propres termes, il l'appelle le dilatateur de circuits magiques. Quand on pense à la vie qu'il a menée en tant que sujet de test humain pour les expériences de la tour, on pourrait penser qu'il ne veut plus s'approcher de cette vie. Cependant, juste pour ce médicament, il l'a injecté dans son corps. Le résultat, une pure agonie. Verdun criait. Il hurlait, rugissait de douleur, mais c'est seulement grâce à son expérimentation hâtive qu'il a pu entrer dans les rangs de la magie de 3e niveau. De retour au présent, nous le voyons conclure amusant que Vilchin est mort comme s'il ne venait pas d'empaler le type avec une pointe géante. Mais c'est la seule façon pour lui d'obtenir des réalisations aux yeux des explorateurs, ce qui l'aidera à gagner la confiance du baron à long terme. Remarquant la baguette magique dans la main de Vilchin, notre garçon décide de ramasser l'objet brillant et l'inspecte avec son sort d'évaluation. Des informations importantes sur la baguette révèlent qu'il s'agit en fait d'une baguette de pierre modifiée, qui diminue la capacité de lancement et augmente l'efficacité de la magie de glace. D'après les améliorations mentionnées ici, Verdun pense qu'il sera utile pour lui de la garder. Perrault arrive en courant pour trouver leur nouveau mage, expliquant qu'ils étaient inquiets pour lui après s'être occupé des bandits. Verdun s'excuse d'avoir pris son temps et partage les circonstances des pouvoirs de Vilchin qui ont entraîné une longue bataille. Péric comprend tout de suite son inquiétude car il peut voir d'après les cratères laissés sur le champ de bataille que ce fut un combat difficile. La partie surprenante pour Verdun est de savoir comment les chevaliers se sont facilement occupés et ont démantelé les bandits dans le court laps de temps où ils battaient un mage. Péric exprime avec joie que le seul problème qui reste est leur chef, Varia, qu'Enoch est encore occupé à affronter, mais il pense que le combat devrait être terminé au moment où ils reviendront. Tout en récupérant le cadavre du mage, Péric se retourne pour répondre à une question curieuse de notre garçon. Verdun a peur de voler quelque chose aux bandits sans permission. Mais à cela, Péric partage librement qu'ils sont autorisés à garder tout ce qui vaut la peine d'être trouvé. Si ce n'est pas pertinent pour la mission, il peut tout garder. C'est une excellente nouvelle pour le magicien qui est reconnaissant de la gentillesse du baron Pitt. Heureusement, il peut maintenant utiliser cette baguette sans craindre d'avoir des ennuis. Rejoignant le reste de l'équipe, il est félicité par le commandant Enoch pour ses vaillants efforts pour assurer le succès de la mission. Le mage soutient que c'est en fait lui qui a trouvé cela comme une opportunité d'apprentissage. Quant à Varga capturé, le visage de Bro a l'air d'avoir vu un fantôme. Il n'arrive pas à croire que son ami ait été tué au combat, surtout qu'il était un mage compétent. Le bandit détenu sait que si le baron les voit, il ordonnera une exécution immédiate, ce qui signifie que la mort est la seule issue qui leur reste. Il ne veut pas mourir dans un endroit de merde et a des ambitions à poursuivre. Varia se détache secrètement et réalise que son seul billet de sortie est de s'échapper. Soudain,
Enoch et Verdun entendent les cris de leurs hommes se faire massacrer par le bandit enragé. Varya est furieux et a jeté son dévolu sur le chevalier, croyant que c'est le seul moyen pour lui de s'échapper en toute sécurité sans la protection de Vilchamp. Son plan est de voler le cheval et de s'échapper immédiatement. Ainsi, la lame de Varya s'entrechoque à nouveau avec celle d'Enoch. Le bandit psychopathe tente de planter une lame dans le visage de son adversaire, mais le commandant expérimenté saisit sa main avant d'utiliser son autre bras pour saisir le col de Varya. Avant même que le type ne puisse comprendre ce qui se passe, le bandit est jeté au sol, incapable de croire qu'un chevalier a jeté son arme juste pour exécuter une prise. Le souffle coupé, le bandit ne peut rien faire d'autre que d'être détenu par les gardes. Il rugit contre Enoch pour n'avoir aucune fierté en tant que chevalier. En réponse, le commandant rit, se demandant ce qu'il veut vraiment dire. Après tout, la fierté est quelque chose qui ne doit être apprécié que par les vivants. Ce faisant, il pointe sa lame directement sur la tête du bandit avant de la lui enfoncer dans la tête. Un coup de poignard sec et Varya est mort. Son cadavre trempé est traîné pour être éliminé, tandis qu'Enoch s'excuse de montrer une scène aussi horrible à notre garçon. Le chevalier ne voulait pas vraiment le poignarder comme ça, mais a finalement senti qu'il n'avait pas beaucoup de choix. Au lieu de se sentir terrifié, Verdun félicite simplement le chevalier pour sa capacité, mais il ne comprend pas non plus pourquoi le reste des bandits sont seulement retenus mais pas tués. Le commandant partage que c'est en fait parce qu'ils ont récemment appris que certains des bandits partageaient un lien avec une attaque à proximité. Il pense que ces types ont dû être pris en otage, c'est pourquoi ils veulent les ramener pour les interroger afin de décider correctement de leur sort. Leur travail étant terminé, les chevaliers ordonnent aux gardes de retourner au château avec les corps des bandits. L'un des gardes est occupé à s'occuper de l'un d'eux quand un second bandit s'enfuit pour sauver sa propre vie. L'un des chevaliers décide de poursuivre le type jusqu'à ce qu'il soit arrêté par Verdun, qui soupçonne que quelque chose dans la situation ne lui semble pas correct. Juste au moment où le bandit disparaissait dans la forêt, ils ont entendu ses cris, suppliant et implorant de l'aide. La situation est encore plus compliquée lorsqu'une odeur nauséabonde de sang recouvre leur environ. Clairement, il y a encore un autre ennemi dont ils ne se sont pas occupés. Un projectile visant l'un des chevaliers est rapidement bloqué par son épée. Il rebondit, laissant tomber des gouttes de sang à chaque rebond, et ce projectile s'avère être horriblement la tête tranchée du bandit. Voilà une rencontre qui donne froid dans le dos. De la forêt émerge une grande ombre qui éclipse tout le groupe en vue. Certains d'entre eux ne peuvent même pas comprendre qu'un ORC de ce calibre soit réel. Verdun, bien qu'inquiet, soutient que le seul résultat est qu'aucun des explorateurs n'était capable de battre une telle chose. Pour la grande révélation, nous voyons le mastodonte musclé brandir une lame géante et fixer sa proie. Sa taille même fait se demander au groupe s'ils peuvent même classer un monstre comme celui-ci comme un ORC. Pour aggraver les choses, il n'y a pas qu'un seul de ces salauds, mais au moins quelques douzaines à en juger par leur apparence. Cependant, une chose est certaine. Verdun sait que cette créature cauchemardesque doit être le chef du groupe. Il ressemble à l'ORC qu'il a vu auparavant. Ces orques partagent de façon caractéristique un sourire maléfique à cause de leurs longues dents saillantes sur les côtés de leur bouche. Ensuite, il y a le fait que ce rouge est encore plus grand que les normaux. La seule explication, cette créature est une bête évoluée parmi les autres. Leur combat pour la survie commence lorsque l'ORC rouge ordonne à ses serviteurs de charger vers les humains. Comme contre-mesure, le chef des chevaliers prépare rapidement son groupe pour une position défensive. Ils veulent se concentrer d'abord sur les serviteurs, puis s'occuper du boss après. Mais avant même qu'Enoch ne puisse se préparer, l'ORC monstrueux balance puissamment sa lame géante avec une telle force qu'elle envoie le chevalier voler à cause de l'impact pur. Réduit à une position vulnérable, le chevalier fait face à son destin alors que l'ORC rouge avance pour l'écraser sous son pied. Mais c'est alors que les deux autres chevaliers interviennent, tailladant le pied de la créature au point qu'elle est forcée de reculer. Alors qu'il est encore chancelant et faible, Sir Enoch se déchaîne sur la poitrine de la créature, poignardant sa peau puis la tailladant jusqu'en bas pour une attaque encore plus douloureuse. Le monstre s'effondre au sol. Vous pensez peut-être que c'est la fin, que le combat est terminé, mais alors ce type commence à rire même dans son état proche de la mort. Ce qu'il fait, c'est attraper l'un de ses gobelins et le mordre littéralement en deux, laissant les chevaliers horrifiés par le genre de créature à laquelle ils sont confrontés. Avec le gobelin entièrement dévoré et son énergie consommée, l'ORC rouge change sa position de combat, se préparant psychotiquement à les abattre. Le groupe principal d'Enoch est déconcerté par le fait que cette créature possède des propriétés d'auto-guérison, ce qui signifie qu'ils vont avoir du mal à gérer le boss. Les cris horribles de la créature emplissent l'atmosphère alors que le commandant Enoch encourage tout le monde dans son groupe à se battre. Le monstre commence le deuxième round en jetant son arme tranchante comme un projectile lourd. Cette arme rattrape littéralement l'un des chevaliers avec une telle vitesse qu'il est à peine capable de l'attraper à la dernière seconde. Cela soulève la question de savoir comment un ORC a acquis l'intelligence de lancer son arme si précisément. Pour rendre les choses encore plus terrifiantes, la lame est si écrasante qu'elle brise les épées du chevalier en morceaux. Les morceaux ébréchés de l'épée lui balafrent le visage, et encore une fois, vous pensez peut-être que c'est aussi loin que ça va. Mais, non, l'arme géante enlève littéralement un morceau du corps de Harris, distrayant Peric au point qu'il ne peut plus se concentrer sur son côté de la bataille.
Le chevalier amateur n'a même pas senti l'ORC fondre si rapidement sur lui. Malgré tout, au mieux de ses capacités, Peric utilise toute sa force pour balancer son arme, espérant taillader la main de la créature, ou du moins le pensait-il. Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, la lame ne pouvait même pas déchirer la chair de l'ORC. Peric est en danger alors que la créature utilise nonchalamment son autre main pour essayer de l'écraser, le minuscule humain. Mais, heureusement, notre garçon est arrivé avec un autre sort de terre pour combattre l'ORC et l'occuper pendant un certain temps. Il appelle ensuite Peric à se retirer en toute sécurité, ce que le chevalier fait rapidement en reculant. Bien qu'il ait peut-être survécu, la prochaine question est, comment diable vont-ils battre cette chose? Peric est perplexe car il n'a même pas d'épée pour se battre. D'après ce qui s'est passé, Verdant analyse que l'ORC rouge a probablement obtenu un bonus de vitesse de récupération juste après avoir ingéré l'un de ses gobelins. Le bonus est si puissant que même l'effort de toute la force de Peric pour lui couper le bras s'est avéré insignifiant. C'est la première fois qu'il rencontre un ORC de ce niveau, ce qui les amène à se demander si cette créature est un être mythologique hors de leur portée. Cependant, le mage rétorque que ce n'est rien de tel malgré sa force monstrueuse. Réfléchissant à la capacité de consommation et de régénération de la créature, Verdant évalue sa force, remarquant comment elle a également une influence sur les plus petits monstres de son espèce. Ensuite, en plus de cela, elle a même la force pure pour combattre des chevaliers expérimentés. De toutes les situations imaginables, cet ORC n'est pas n'importe qui. Il est littéralement le Dark Vador de leur groupe. Cependant, même de ce point de vue, Verdant croit fermement que le qualifier d'entité spéciale serait une exagération. Parlons des limites de la magie normale pendant une seconde. Vous voyez, plus il y a de mana imprégné dans chaque sort, il ne peut toujours pas atteindre un certain seuil. Au-delà d'un certain point, le sort magique est détruit. C'est la règle de l'équilibre pour la magie. Cependant, parmi ces sorts, il en existe un sans aucune limitation pour cette même règle. Activant la manipulation géographique, Verdun déplace le cercle dans sa main, déclenchant un tremblement de terre alors que le terrain littéral est modifié. Les gardes sont horrifiés, pensant qu'une autre catastrophe s'est abattue sur eux. Ils étaient juste en train d'affronter un adversaire hors de leur portée, et maintenant ils sont confrontés à un tremblement de terre. Heureusement, Enoch devient la voix de la raison pour ces hommes, déclarant que c'est un sort de leur mage qui essaie de les protéger. Bien que ces paroles aient résonné sur tout le champ de bataille, même le commandant des chevaliers savait que rester calme dans cette position serait quasiment impossible. La raison pour laquelle il a dit cela est que notre garçon a littéralement érigé la terre sur laquelle il se tenait, détruisant l'arène et plongeant toutes les forces de l'ORC. L'ORC rouge grogne de confusion, apercevant le mage loin au-dessus qui a un sort de boule de feu incroyablement puissant actif. Invoquant à nouveau la magie de 3e niveau, Verdant libère la boule de feu, grillant les monstres vivants. La vue est pleine d'espoir et de victoire pour les humains. Peric célèbre le fait de voir les monstres se faire humilier de cette façon. C'est satisfaisant de voir un tel tournant dans la bataille. Pendant que cela se passe, le mage intériorise comment son sort de manipulation géographique est dépourvu de toute limite. En même temps, aucun des mages ne se donne la peine d'utiliser ce sort comme leur attaque magique principale. La raison est liée au fait qu'il consomme une quantité énorme de mana pour son lancement, rendant son utilité sans valeur en comparaison. Malheureusement, le même problème est quelque chose avec lequel même notre garçon lutte. Il déplore le fait qu'il n'ait pas assez de mana pour initier une puissance au-delà de la magie de 3e niveau. Même cette version actuelle du sort est décevante pour lui. Soudain, un grognement obsédant capte l'attention du groupe. Ils sont sérieusement choqués que le Behemoth soit non seulement toujours vivant, mais qu'il soit activement en train de dévorer ses propres soldats pour se guérir continuellement et devenir plus fort. Peric a une peur bleue et se cache derrière le mage, tandis que Verdant décide d'opter pour une approche différente que d'utiliser la magie du feu. Invoquant la puissance de la magie de l'eau, il libère un sort appelé vague. Le poids lourd de la vague fait chanceler le monstre géant. Cela permet à Verdant l'opportunité de lancer une attaque secondaire, une qui implique un risque puisqu'il a démonté de l'endroit sûr. Il utilise en fait les flèches de glace multiples en conjonction avec le sort de rafale de vent, amplifiant fortement le sort original. Cette fois, Verdant a l'intention de geler le salaud. La capacité de double lancement formée à travers les deux sorts est appelée flèches froides amères, et elle fait couler des morceaux de pointe de glace, gelant les serviteurs de l'ORC rouge en place. Mais la terreur de l'ORC rouge ne s'arrête pas là. Ce type ne veut tout simplement pas mourir alors qu'il survit à l'attaque de gel et vise à écraser le mage avec sa main. Verdun parvient à éviter le lourd coup, réfléchissant que malgré le facteur de régénération louable de la créature, il n'y a qu'une limite à ce qu'elle peut faire lorsqu'elle est complètement gelée. Surgissant de son angle mort, Verdun lance encore un autre sort de glace appelé l'orbe gelée. Maintenant, cette attaque a définitivement mis fin à la bataille, résultant en une statue de glace de l'ORC rouge, résultant en la victoire du mage intelligent. Je trouve juste impressionnant qu'il n'ait pas réussi à tuer le type. Ce monstre est véritablement une aberration de la nature et l'un de mes préférés dans les histoires récentes. Quoi qu'il en soit, retour à la ville magique de Verante. Nous en venons à découvrir que les gens discutent de nouvelles choquantes concernant la fermeture temporaire de la tour de magie. Il y a des rumeurs selon lesquelles la principale source d'énergie de la tour a explosé,
mais tout le monde ne le croit pas. La chose intéressante est le nombre de ces mages qui ont disparu, et la tour a cessé de fonctionner dans son intégralité. Ensuite, il y a le fait que l'explosion et les dommages causés étaient si massifs qu'il est difficile de croire que la source d'énergie est la seule chose qui a joué un rôle. Une partie du public pense que c'était peut-être une punition des cieux ou quelque chose de planifié par un traître de l'intérieur. Quand le vieil homme émet l'hypothèse que la tour de magie de Bohême était peut-être truffée ou scellée, ces mots attirent l'attention d'un certain mage à proximité. Le vieil homme continue de dire qu'il serait impossible pour la tour de magie de se sceller d'elle-même. Il partage sa théorie farfelue sur les expériences secrètes menées à l'intérieur de la tour et qu'elle a été anéantie à cause de cela. Le moustachu finit par renverser son café quand le mage l'attrape, lui ordonnant de répéter ce qu'il vient de dire. Il a l'air confus jusqu'à ce que le mage familier dévoile son manteau, se révélant être Rovalin, qui est furieuse en apprenant ce qui est arrivé à la tour de magie. Dans la scène suivante, les célébrations battent leur plein pour la subjugation réussie des bandits. Les vainqueurs et les héros sont revenus sur le territoire de Pitt. Le baron Pitt a été tellement impressionné par la nouvelle qu'il a organisé un banquet pour célébrer. Le meilleur, c'est qu'il n'y a eu aucune perte majeure du côté de l'équipe. Au début, notre garçon est introuvable, mais ensuite il apparaît avec tous ses points de style au maximum. Il est peut-être en retard, mais rappelez-vous, les bonnes choses prennent du temps. L'arrivée tardive de Verden n'a pas d'importance car le baron ivre est si heureux qu'il s'en fiche. Notre garçon est reconnaissant pour les amabilités et partage qu'il ne s'attendait pas à ce que même les soldats de rang inférieur soient invités au banquet. À cela, le baron insiste sur le fait que le statut n'a pas d'importance lorsqu'un homme défend son territoire. Je dois dire que c'est l'une des choses les plus rafraîchissantes que j'ai entendues dans une histoire. Le baron demande curieusement des nouvelles de la situation des bandits. Bien qu'ils aient été chargés d'une mission de subjugation, même le baron Pitt comprend que Verdan et son groupe ont affronté des ennemis extrêmement puissants lors de cette mission. Le mage confirme ce fait, convenant qu'ils ne sont pas vos bandits typiques. Avec le genre de compétences que ces gars avaient, Verden croit fermement qu'ils auraient facilement pu vivre une vie confortable s'ils avaient seulement choisi un chemin différent. Et bien qu'il ne le mentionne pas ici, cela a du sens étant donné que ces bandits se battaient pour le bien à un moment donné. Retour à l'histoire. Le baron exprime qu'il a en fait ordonné une enquête sur les criminels. Selon ce rapport, ces bandits étaient des criminels recherchés. Auparavant, ils se vantaient d'une vie d'aventurier de rang or, expliquant à quel point ils sont puissants. Mais, malheureusement, il y a quelques années, l'un d'eux a décidé de tuer un coéquipier lors d'une mission. Et afin d'échapper aux conséquences de ses actes, il a fui les lieux. Peu de temps après, il est devenu impossible de les suivre et de les retrouver. Mais maintenant, il est clair qu'ils ont formé un groupe de bandits ensemble et ont fini sur le territoire du baron Pitt jusqu'à ce qu'ils soient finalement éliminés. Verdun réfléchit à l'importance d'un aventurier de rang or. Vous voyez, le rang or est en fait le 4e rang le plus élevé parmi les aventuriers, accessible seulement après avoir accompli un nombre absurde de missions. Avec cette information en tête, il ne semble pas irréaliste que ces gars aient eu une énorme prime de 10 millions d'elks sur leur tête. En dehors de cela, notre garçon comprend maintenant pourquoi le baron a l'air si satisfait. C'est en fait grâce à l'intervention de Verdun dans la mission qu'ils ont pu mener à bien la subjugation, se débarrasser de tous les bandits sans aucune perte grave. Sans lui, les choses se seraient terminées bien plus mal. Le plus drôle, c'est la façon dont le baron regarde Verdun comme une princesse amoureuse. Son bonheur est au plus haut. Il souligne que l'admirable mage n'a pas seulement vaincu les puissants bandits, mais s'est également occupé des demi-humains pour eux. C'est grâce aux efforts vaillants de Verdun que même la guilde des aventuriers l'a reconnu et lui a envoyé ses salutations. Pour faire court, notre garçon est devenu une célébrité en peu de temps. La partie hilarante est qu'il ne faisait que ce qu'il était chargé de faire, alors peut-être que le baron est vraiment trop ivre pour penser clairement. L'homme lui-même admet en fait ce fait et continue de s'adresser à Verdun avec sérieux. Tout d'abord, il remercie le mage pour les services qu'il a rendus, qui ont assuré la sécurité des villageois sans défense. C'est grâce à cela qu'ils ont pu organiser des funérailles appropriées pour les victimes des bandits. Les chevaliers ainsi que leurs maîtres sont tous en admiration, et ils lèvent leur verre pour féliciter le grand mage Asher, le héros qui a sauvé le territoire de Python. Tout le banquet partage le même sentiment. Se souvenant de la fin du banquet, Verdun se souvient que cela s'est terminé assez différemment de la façon dont il était traité à la tour de magie. Ce banquet ne se souciait pas du statut de chacun. Au lieu de cela, il a permis un espace où tout le monde pouvait célébrer de manière égale. Parfois dans la vie, ce n'est pas toujours à propos de nous. Il s'agit aussi des personnes autour de nous qui contribuent à notre bonheur. Verdun partage ce sentiment, étant traité différemment de l'atmosphère distante et dure de la tour de magie. Au lieu de cela, cet endroit était chaleureux, quelque chose qui l'accueillait et lui montrait sa place. Depuis qu'il s'est échappé de cette tour cauchemardesque, c'était la première fois que le mage pouvait rire de tout son cœur. Quel moment chaleureux. Mais, bien sûr, ce n'est pas encore une fin heureuse. Parce que pendant que cela se passait, personne n'aurait jamais pu prédire l'effondrement imminent de la tour de magie de Bohême. Passons à cette partie de l'histoire pendant une minute. Rovalin est retourné à la tour de magie, étonné de constater qu'elle est toujours intacte. Et, oui, je sais que ça vous a manqué. Le One Piece est réel. Quoi qu'il en soit,
Elle rayonne de bonheur parce que la tour étant intacte réfute toutes les rumeurs qui circulent. Un homme lui demande son retour soudain de Verante. Elle partage ses inquiétudes après avoir reçu les nouvelles de la destruction de la tour et comment la perturbation a dévasté le paysage. Mais apparemment, rien de tel n'est le cas maintenant qu'elle l'a confirmé de ses propres yeux. Toute cette excitation lui donne envie de rencontrer Verdun, la seule personne qui lui tient à cœur dans cette tour. Mais en entendant son nom, l'homme lui indique une direction où se trouve la foule. Devant se trouve une liste de personnes disparues, et sur cette liste, le nom de Verdun est inclus. Le monde de Rovalin s'effondre à cette prise de conscience. Quand elle voit toutes ces personnes disparues, et surtout Verdun, quelqu'un qui travaillait en service jusqu'à ce qu'il soit exposé à l'énergie magique, beaucoup présument qu'il est mort. C'est un peu comme une situation où une bombe nucléaire explose. Son corps est répertorié comme irrécupérable. Quoi qu'il en soit, le corps de Rovalin tremble dans la tourmente et une liste de questions. Dans un flash rapide, elle se souvient de ses conversations passées avec lui obscurcies en arrière-plan à cause de sa décision de rester dans la tour. Il lui semble injuste qu'ils ne se rencontrent plus jamais. Il est inacceptable que les choses se soient terminées de cette façon. Le sentiment de désespoir se transforme en une agonie physique et émotionnelle, la faisant pleurer la disparition de son ami. La femme devient folle alliée, incapable d'accepter que c'est ainsi que les choses vont se terminer. Assez curieusement, elle le zone familialement dans ce discours. Je suppose que ça va être comme Erin et Mikasa. Mais, ouais, son indignation est incontrôlable alors qu'elle éclate dans le déni. Avant qu'elle ne déclenche aucune destruction, Sir Valdek vient la consoler, conseillant à la jeune femme qu'il ne sert à rien de se mettre en colère contre les autres. Il la trouve dans un état misérable alors que Ravelin se réduit à la défaite, se demandant ce qui s'est passé à la tour. Tout d'abord, il la réconforte, puis il explique la situation, parlant de la façon dont la source d'énergie est devenue folle au moment où les mages de haut rang étaient absents pour assister au festival de magie. Avec la source d'énergie éclatant en destruction, chaque personne qui protégeait la source d'énergie a été décimée. Mais les vies ne sont pas la seule chose qu'ils ont perdue. Des années de recherches importantes ont disparu en un clin d'œil alors que les archives se sont évanouies. Pas seulement ça. La chambre forte du trésor a également été endommagée dans une mesure considérable. C'est une perte totale car tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre forte contenant des livres de sorts et des artefacts importants, tout cela n'existe plus non plus. Sir Valdek est extrêmement frustré. Après tout ce qui le met en colère, la plus grande perte selon lui est la perte de son sujet de test expérimental. Bien sûr, il ne dit pas un mot de cette information à Rovalin, mais dans sa réflexion, il déplore de ne pas pouvoir récupérer le cerveau de Verdun afin qu'il puisse contenir une partie des dommages. Zut. Ce fou prévoyait de créer une autre situation à la Einstein en extrayant son cerveau. Quoi qu'il en soit, Sir Valdek est d'avis qu'ils peuvent exercer une vengeance pour ce qui s'est passé. Après tout, ils ont un petit indice sur le coupable qui a causé la surtension en premier lieu. En entendant cela, Rovelin se retourne pour en savoir plus. Il lui dit que juste 3 heures avant la surtension, une personne a disparu sans laisser de traces. Grâce aux relations personnelles de Valdek, il a pu retrouver cette personne jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose qui en vaille la peine. Un pendentif, un qui ressemble au puzzle du millénaire de Yu-Gi-Oh, si vous voulez mon avis. Rovelin n'en croit pas ses yeux. Ce collier est le symbole de l'or noir, l'organisation sombre qui excelle dans la magie et qui a aussi l'intention de conquérir le monde avec ses pouvoirs. Mais ça n'a aucun sens ce qu'ils essaient d'accomplir depuis la tour de magie. Quoi qu'il en soit, Valdek soupçonne fortement qu'ils sont impliqués même s'il ne sait pas comment le groupe de l'or noir a réussi à envahir la tour et à tout causer. Pour venger ses camarades tombés au combat, Valdek prévoit d'envoyer une escouade d'extermination pour anéantir l'or noir. Et parce qu'ils auront besoin de toute l'aide possible, il veut la recruter pour le travail. Et à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, Valdek est convaincu qu'elle est prête à se joindre à eux car la mage écarlate bouillonne de colère, maudit soit ceux qui se dressent sur son chemin pour lui avoir enlevé Verdun. Quelle scène! Maintenant, avançons de quelques jours et voyons ce qui se passe sur le territoire de Pitt. Ici, à la guilde des aventuriers, Verdun déguste tranquillement son thé. L'homme assis en face de lui se sent énormément coupable, s'excusant pour tout l'incident concernant les orques. Mais même après avoir envoyé leurs propres aventuriers de rang or, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas réussi à gérer la menace. Notre garçon est cool avec ça et ne se plaint pas beaucoup. En guise de récompense pour la mission de soumission, il reçoit une note. Le mage scannait chaque mot, réalisant qu'il le paie en plus pour la prime placée sur la tête du nouvel ORC, celui qui était impossible à tuer. Grâce à cela, le montant total de sa récompense s'élève à un montant impressionnant de 24 millions d'elks. Déduction faite des impôts, que bizarrement, chaque histoire semble survoler, son montant est réduit de moitié, il va donc recevoir 12 millions d'elks à son nom. Le représentant de la guilde lui rappelle les frais d'imposition, ce qui met tous ceux qui ne sont pas enregistrés par la guilde dans une situation délicate. Cela signifie qu'il aurait facilement pu compenser les impôts s'il faisait officiellement partie de la guilde. Malheureusement, ces frais ne peuvent pas être annulés dans son cas, même s'il a accompli un exploit miraculeux. C'est pourquoi les frais sont stricts. Je trouve hilarant cependant que dans la scène suivante, le même type lui parle d'un moyen d'échapper à la taxe,
mais ce n'est rien d'illégal. C'est juste une invitation à rejoindre la guilde. De cette façon, Verdant n'aura pas à faire face à de lourdes coupes car leur guilde a spécifiquement un taux d'imposition plus bas pour les aventuriers de haut rang. Et dans le cas de notre garçon, il commencerait directement au rang argent en raison de ses réalisations de départ. Malheureusement, même si l'offre semble attrayante ici, cela n'a pas de sens pour le mage car cela entravera considérablement ses plans pour l'avenir. En fait, il y a quelque chose d'encore plus important pour lui que l'argent qu'il reçoit. Alors, comme un psychopathe, il rejette calmement la proposition, acceptant la réduction d'impôts. Verdun place ses priorités au sommet. Le type veut devenir assez fort pour prendre sa revanche. Il ne veut pas devenir Andrew Tate et simplement s'asseoir sur ses millions pour le moment. La réflexion interne de Verden est intéressante. Il considère ses expériences dans la tour de magie depuis l'époque où il était utilisé comme sujet de test. Malgré ses longues 7 années pénibles, la seule chose qui n'a pas changé chez lui est qu'il est toujours un mage dans l'âme. Il se rend donc à la zone de stockage de la guilde, croyant que son chemin en tant que mage devrait inviter au mystère et à la recherche plus que toute autre chose. Par conséquent, il a apporté le cadavre de la variante spéciale d'ORC qu'il a tué, vous savez, la même créature qui était trop affamée pour mourir. Seulement cette fois, le type va être un chirurgien à part entière et voir ce qui a rendu ce monstre si spécial. Ce qui est intéressant pour Verdant, c'est la façon dont les restes du monstre ne se sont pas décomposés. C'est principalement grâce à un artefact utilisé par la guilde qui préserve l'état de la créature. Je dois souligner la façon dont cette histoire répond à de petites questions critiques comme celle-ci est vraiment divertissante. Eh bien, en même temps, la puanteur provenant de l'artefact est si mauvaise que notre garçon est sur le point de s'évanouir. Quoi qu'il en soit, il vérifie l'état de l'ORC, observant ses pupilles rouges et sa peau rougeâtre, qui sont toutes deux un signe de normalité. Cependant, le caractère unique de la créature commence par sa bouche déchirée, donnant ce sourire de Joker que vous ne voulez jamais voir dans vos cauchemars. En plus de cela, il a un physique incroyablement puissant par rapport aux autres. Bien que ce physique soit spécial dans sa propre catégorie, en ce qui concerne les monstres de niveau supérieur comme les guerriers orques ou les seigneurs orques, il n'est toujours pas remarquablement spécial. Il en va de même pour l'intelligence du monstre. Bien qu'intelligent, ce n'est pas la créature la plus rusée ou la plus habile. À première vue, Verdant est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas d'évolution monstrueuse, mais plutôt d'un cas de mutation. Même s'il est logique d'appeler cela une mutation, il n'est toujours pas entièrement convaincu de sa propre conclusion, affichant une expression incertaine sur son visage. La raison pour laquelle il est incertain est en fait due au fait que la capacité de régénération de l'ORC est encore très difficile à expliquer. Ensuite, la force gagnée en plus de sa capacité de consommation rend encore plus ambigu de savoir ce que c'est. Tout en inspectant le corps de la créature, Verdant a la chance de découvrir une certaine cicatrice, qui semble étrange. Voici le truc. La régénération est censée ramener le corps à son état précédent. Le fait que ce même monstre ait été capable de résister au sort de flamme de notre garçon même avec un corps brûlé et de la chair coupée signifie qu'il aurait également dû être capable de guérir une petite blessure sans laisser de cicatrice. Quelque chose dans la cicatrice est suspect, alors Verdant examine de plus près, concluant que le monstre a dû recevoir cette cicatrice avant d'acquérir ses pouvoirs régénérateurs. Et cela signifie qu'une sorte de chirurgie a été pratiquée. Après tout, la seule façon dont les demi-humains peuvent acquérir des pouvoirs après leur naissance est par le biais de l'évolution. Mais avec cet exemple, la seule conclusion qui ressort de l'observation de Verden est que cette créature a été créée artificiellement. Et si ses soupçons sont corrects, c'est la pire situation imaginable pour toutes les personnes impliquées. Le lendemain, les chevaliers sont là pour faire leurs adieux au talentueux mage, le qualifiant de sauveur qui mérite un bon départ. Notre garçon répond, croyant qu'il a déjà reçu beaucoup trop de soutien de leur part. De plus, il a acquis la robe en peau de bête et l'anneau de circulation comme nouveaux artefacts. Cela l'aide à augmenter légèrement sa capacité de mana et sa vitesse de récupération. Le commandant des chevaliers lui assure qu'il mérite tout le soutien. Et en entendant cela, Verdant remercie ses amis et leur fait ses adieux, espérant se revoir un jour. Alors qu'il part, il lui rend une dernière faveur en lui disant de visiter n'importe quelle marque de la guilde marchande Conrad car elles deviendront un grand soutien pour lui après avoir appris sa relation avec les chevaliers. Verdant part peu après son arrivée dans le village qui borde les territoires de Pite et de Marté. Utilisant le vol dissipé, il descend et se dirige vers le village. C'est le seul endroit qui deviendra un refuge sûr pour qu'il se repose et se remette du voyage à venir. Alors il achète une pomme et continue son chemin. Alors qu'il marche, il entend une des personnes exprimer sa frustration et sa défaite. Réalisant que c'est une occasion en or de recueillir des informations, notre garçon décide d'écouter en utilisant son sortilège de murmure du vent. Les deux hommes discutent du problème des gobelins qui ont volé le bétail, ce qui a entraîné de grandes pertes pour eux. Pas seulement ça. Maintenant, ils doivent mettre beaucoup d'argent pour que les aventuriers fassent le travail pour eux. L'un d'eux pense qu'ils auraient dû s'en occuper eux-mêmes, car cela leur aurait permis d'économiser de l'argent. Malheureusement, la décision était hors de leur contrôle dès le début, car le chef du village a souligné que le travail devait être confié aux aventuriers. Ils doivent juste attendre un jour et laisser les grands héros s'occuper du reste même si leurs honoraires sont coûteux.
Ayant entendu tout ce remue-ménage au sujet des gobelins, notre garçon se demande pourquoi les gobelins ont envahi le village. Les gobelins de ce monde sont assez intéressants. Ils commencent en fait par de petits vols, mais finissent par attaquer en grands groupes pour prendre le contrôle de villages entiers et se régaler des habitants. Considérez-les comme une maladie. Et pour se débarrasser de cette maladie, les aventuriers sont appelés immédiatement. Verden pense que c'est juste une procédure standard, donc il n'y a rien à craindre. Mais au moment où ils s'apprêtent à partir, les deux hommes commencent à discuter d'une rumeur selon laquelle un monstre aurait été aperçu dans la forêt. Fait intéressant, le chef du village voulait spécifiquement que cette information ne se répande pas, mais le bavard en parle quand même, pensant qu'il n'y a personne autour. Personne sauf notre garçon, c'est-à-dire. Apparemment, un type connu sous le nom de James voulait tendre un piège pour chasser comme d'habitude, mais soudain, il s'est senti attiré par le son d'un sanglier qui se plaignait. Et puis il l'a vu, un gobelin gigantesque tout droit sorti de vos cauchemars se régalant du sanglier. Le gobelin partageait une bouche déchirée et est décrit comme étant plus grand qu'un ORC. Bien sûr, cela semble absurde, alors ils ne veulent pas que les aventuriers le sachent. Par peur, ils augmenteront les honoraires. Mais nos garçons ont entendu tout ce qu'il était venu entendre. Il désactive le sort et réfléchit aux informations. La chose qui lui semble frappante est la description de la créature partageant une bouche déchirée. Dans tous les cas, c'est une bonne chose car cela le rapproche de la vérité, grâce à son expérience de combat contre la variante d'ORC. Le même jour dans la forêt, un groupe d'aventuriers traque les gobelins ennuyeux comme des parasites, présentant les Argentés, Myrna et Locke, qui semblent imperturbables par la mission. Locke semble être une personne taquine et se moque de Myrna parce qu'elle est fière d'avoir touché une cible juste devant elle. Ces deux-là ont de mauvaises tensions entre eux, tandis que l'autre paire est plus sérieuse et veut traiter la mission comme telle. Ils sont également tous les deux des aventuriers de rang argent. Iris apprend de Mille la direction des gobelins. L'homme soupçonne que le reste d'entre eux doit se cacher à l'intérieur de la grotte géante, qui est un repère de gobelins. Avant de s'approcher, l'astucieuse Iris réalise qu'ils ont affaire à des hobgoblins, une espèce supérieure comparée aux normaux. Même alors, la tâche devrait être sous leur contrôle tant qu'ils font attention à leur environnement. La mission entre dans sa phase finale alors que le groupe commence à s'approcher de la grotte. Iris les mène en ordonnant la destruction de tous les dispositifs d'avertissement et des totems. Une fois les totems détruits, elle utilise l'imbucide comme sort, permettant à son équipe d'opérer facilement dans l'obscurité sans aucun problème. Elle leur dit qu'ils n'auront pas besoin de torcher, grâce au sort. Impressionnés comme toujours, Loka tient leur chef en haute estime pour être toujours fiable. Avec cette assurance, le groupe se dirige vers la grotte sombre. Mais alors qu'il se ferait un chemin, la chef se retrouve un instant inquiète pour la sortie. C'est comme si elle pouvait sentir un soupçon de mana venant de derrière. Bien sûr, elle ne tient pas compte de son intuition, mais à son insu, sa suspicion est correcte. Il y a vraiment quelqu'un qui se cache derrière eux. À l'intérieur de la grotte, les minuscules gobelins semblent vénérer les vies perdues sur lesquelles ils hurlent jusqu'à ce qu'ils soient attaqués à distance. Une flèche transperce l'un d'eux, le tuant instantanément. Une fois l'un d'eux à terre, les deux épéistes se précipitent au combat et tuent les autres. Même Myrna pense que les choses se passent trop bien, ce qui signifie qu'ils en auront bientôt fini avec cette mission, mais leur chef est sur ses gardes, estimant qu'ils ne devraient pas se relâcher. Une fois les gobelins tués, ils entendent soudain un bruit fort qui attire l'attention du groupe. Pour les aider à explorer, Myrna décide de prendre les devants, et je dois dire que je sens un énorme drapeau de la mort pour elle. J'espère que je me trompe. Iris lui rappelle d'être prudente alors qu'elle s'éloigne. L'aventurière finit par découvrir une vision horrible. De minuscules gobelins coupés de membre à membre, leurs corps éparpillés et éclaboussés sur le sol. La réalisation ébranle son âme même alors que Myrna est à court de mots. Locke vient même lui demander pourquoi elle prend autant de temps. Elle ne peut même pas former une phrase correcte à cause du son horrible distant qu'elle continue d'entendre. Juste devant, le monstrueux gobelin est occupé à s'attaquer à ses congénères inférieurs. Sa taille extraterrestre minimise les aventuriers par comparaison. Ils sont comme des fourmis, occupés à regarder un gobelin de la taille d'un dinosaure devenir enragé. Incapables de comprendre ce qui se trouve devant leurs yeux, ils regardent effrayés. La variante apparemment mutée prend grand plaisir à chaque bouchée. Mais même alors, les aventuriers n'ont pas été informés de cette créature dans les détails de la mission. Et c'est la partie où ils font une grosse erreur, pensant qu'ils peuvent vaincre la créature parce que tout ce qu'elle a, c'est sa taille géante. N'est-ce pas? Iris explique le plan, ordonnant à Myrna de cibler l'œil droit de la créature et de le détruire. Mild et Locke serviront de diversion jusque-là. Ils se mettent tous en position car Iris sera la dernière à achever la créature avec l'attaque finale. Le plan se met en marche alors que l'archer blonde sort 3 flèches et prend sa visée depuis une position décisive. De cet angle, le gobelin géant semble inconscient et franchement s'en fiche même. Myrna verrouille sa cible, à mon choc personnel, elle détruit avec succès l'œil. Avec le monstre traitant la douleur, les deux épéistes se lancent à l'action, prêts à attaquer la créature et à l'occuper. Locke est en avance sur la courbe et se lance en avant. Son attaque est une entaille directe qui coupe le corps du gobelin, mais pas assez pour le séparer en deux. Même si c'est une attaque correcte, Locke n'a pas le temps de faire grand-chose car le gobelin géant le cible immédiatement pour sa première victime. La chef d'équipe est mage,
Iris commande son sort de rafale de mana, déclenchant de multiples attaques explosives qui se dirigent vers le corps du gobelin et explosent à l'impact. Avec toute la douleur que la créature a subie, elle commence à gémir de tellement de douleur qu'elle ramasse l'un des cadavres des minuscules gobelins et le jette comme un boulet de canon. Lop n'en croit pas ses yeux. Le monstre enragé a lancé un projectile sérieusement puissant en utilisant sa propre proie. Les choses ne s'annoncent pas bien pour Iris car elle est sans défense, et si cette attaque se connecte, elle sera finie. Heureusement, c'est là que notre garçon arrive en trombe, activant son sort de rail aérien, protégeant Iris car il redirigeait le gobelin juste à côté d'elle. Le corps de la créature est réduit à une éclaboussure de sang à l'impact, ne laissant rien de sa chair derrière. Iris tombe dans le désespoir, ayant une rencontre intime avec la mort. Myrna passe à l'offensive à nouveau, lançant plus de ses flèches et aveuglant le gobelin. Finalement, le gobelin géant tombe au sol, signalant sa défaite. Immédiatement, le groupe se précipite pour vérifier leur chef, inquiet de l'état d'Iris. Mais, heureusement, rien ne lui est arrivé. Si le gobelin l'avait touché, cela aurait été une autre histoire, et Iris le comprend. Elle ne peut pas expliquer comment la trajectoire a changé juste avant le contact. La bonne chose est qu'ils ont terminé la mission sans aucune victime, et il est enfin temps pour eux de retourner au village pour une récompense. Les choses se sont en fait déroulées beaucoup plus facilement que je ne le pensais, et même Verdun, qui les aide secrètement, pense que tout s'est résolu pacifiquement. Bro a utilisé sa cape d'invisibilité, canalisant l'esprit de Harry Potter, et les suit partout. De cette façon, il a pu voir encore un autre spécimen des demi-humains artificiels. Comparant son expérience avec le sujet de test précédent puis celui-ci, Verden souligne la similitude. Ces créatures ont une bouche déchirée qui arbore un sourire démoniaque. C'est à cause de ce fait qu'il les appelle les bouffons. Cependant, le gobelin géant semble être différent du cas typique des bouffons. Parce que non seulement cette créature manquait de force physique améliorée, mais elle était également incapable de se régénérer ou de devenir plus puissante en dévorant les siens. Cela conduit à l'idée que peut-être cette créature est une expérience ratée parmi les bouffons. En même temps, notre garçon est laissé avec une impression positive de la mage Iris, celle qui dirige le groupe et qui effectue actuellement une dernière vérification sur les gobelins. Il comprend qu'elle possède un jugement aiguisé et une bonne sensibilité au mana. Le fait qu'elle ait pu sentir son mana à l'extérieur de la grotte est déjà assez impressionnant. Malgré sa contribution secrète, notre garçon n'a rien trouvé de notable à la fin. Soudain, son attention se porte sur une personne qui a été surprise de trouver quelques visiteurs dans sa grotte. L'uniforme de cet homme est différent de celui d'un aventurier habituel, ce qui pousse Iris à rester sur ses gardes et à exiger son identification. Elle l'avertit de ne pas s'approcher davantage. L'homme s'excuse amusé auprès d'eux même si ce sont eux qui ont fait irruption dans l'endroit qu'il était censé surveiller et qui ont tout gâché. Il est surpris que le gobelin ait réussi à construire un totem pendant son absence même s'il voulait spécifiquement que cette grotte soit gardée secrète. Malheureusement, l'emplacement évident du totem a exposé la cachette du gobelin. L'homme semble déçu qu'après avoir manipulé le cerveau de la créature, il n'ait pas réussi à la rendre complètement obéissante. Puis-je juste dire que ce type agit beaucoup trop calmement pour la situation dans laquelle il se trouve? C'est comme ça que vous savez que ce type est un psychopathe. Il leur pose même des questions sur d'éventuelles observations étranges concernant le gobelin ou des comportements inhabituels qu'ils auraient observés. Mais lorsqu'il ne lui donne aucune réponse, Bro est encore plus déçu car cela confirme que la créature n'était qu'ordinaire à la fin de la journée. Il pense que son professeur sera en colère après avoir entendu cela. Bro aime parler. Il lâche beaucoup de ballons d'essai parce que personne ne s'intéresse à une réponse. Le type pense qu'il ne peut pas faire grand-chose dans cette situation, sauf recommencer. Finalement, il confirme que les 4 aventuriers vont rencontrer la mort ici. Cela pousse le groupe d'Iris en mode combat. Elle est curieuse de savoir comment il prévoit de les combattre tous tout en étant en infériorité numérique, mais ce type semble avoir une sorte de sort anti-saut de l'air ayant, que Tsukuna aurait vraiment pu utiliser dans sa bataille finale. Quoi qu'il en soit, il ne prévoit pas de les laisser partir car ils ont ruiné sa recherche expérimentale, mais ce n'est pas comme s'il prévoyait de les laisser partir vivants si le résultat était différent. En gros, entrer dans la grotte a signé leur arrêt de mort. Iris s'oppose fermement à l'idée de se battre, déclarant qu'ils garderont le silence sur tout ce qui s'est passé. Cependant, l'homme méfiant pense que la garantie n'est pas là et sort son épée. Comme je l'ai dit, c'est vraiment un psychopathe car il ne se soucie pas beaucoup de l'expérience. Tout ce qui l'intéresse, c'est de les massacrer de sang-froid. Il s'approche d'eux, espérant choisir sa première victime. Verdun brise son silence et dit au salaud qu'il est le seul qui va mourir ici. Au début, le type essaie de nouveau de ridiculiser Iris jusqu'à ce qu'il réalise avec hilarité que la voix venait de derrière lui. Avant même qu'il puisse réagir, Bro est frappé par un sort lourd qui le projette directement contre le mur. Le mage se révèle officiellement, pensant que ce faux dur à cuire devrait plier bagage car il est surpassé. Purement pour collecter de l'aura et nous donner un spectacle, Verdun prépare un autre sort d'éclair pour le faire tomber. Dans son esprit, Verdun n'a jamais eu l'intention de se révéler ainsi. Mais s'il ne l'avait pas fait, alors les aventuriers, qui étaient épuisés par leur bataille précédente, auraient tous été anéantis par cet homme maléfique. D'après la situation qu'il vient d'observer,
l'homme a qualifié ce gobelin mort de sujet de test. Et pas seulement ça, il y a aussi un professeur impliqué selon les propres mots de l'homme. Cela confirme ses soupçons. Les créatures connues sous le nom de bouffon sont liées à ce type et à son groupe. En parlant de lui, le type est énervé parce que notre gars vient de gâcher sa fête. Il exige de connaître l'identité de Verdant. Au lieu de lui faire une longue introduction, il répond froidement qu'il n'est pas nécessaire de répondre à une telle question et invoque quelques cercles magiques pour sa prochaine attaque. L'homme se fiche que le mage ne soit pas intéressé à parler. Après tout, il va le tuer pour avoir osé attaquer. Ce faisant, l'épéiste maléfique se jette en avant pour réduire la distance. Cependant, Verdant est déjà préparé avec son sort de flèche multiflamme, libérant des projectiles éclatants sur son chemin. Mais son adversaire semble déterminé, et pas seulement ça. Il est extrêmement compétent, étant capable d'esquiver les flèches avec une super vitesse et même de lancer sa première attaque. Si notre gars n'avait pas été prudent à l'instant, il aurait été empalé. Mais, heureusement, il a mis sa barrière juste à temps pour bloquer l'épée. Même alors, l'ampleur de l'attaque est suffisante pour créer des fissures dans la barrière défensive. Alors, en représailles, le mage lance son frappe monopulse, qui libère tellement de force qu'elle renvoie l'épéiste en arrière. Jusqu'à présent, Verdant commence à penser que son adversaire utilise une sorte de magie pour renforcer ses jambes, car cela explique pourquoi il se déplace si vite. Non seulement cela, les coups d'épée de ce type sont encore plus rapides que n'importe quel chevalier sur le territoire de Python. Il les surpasse donc en vitesse et en force, ce qui en fait une bataille considérable même pour quelqu'un d'aussi talentueux que Verdant. Cela appelle un changement de stratégie de combat puisque l'approche actuelle ne fonctionne pas. Tout comme Verdant est impressionné, son adversaire l'est aussi. L'épéiste sombre prend note de son incantation rapide et se demande quel est son rang. Il pense également qu'il est temps de libérer un peu sa vitesse pour submerger le mage. Jaillissant avec une fente encore plus rapide qu'avant, il se ferait un chemin pour abattre notre gars. Mais Verdant l'accueille avec ses capacités de double incantation, utilisant les sorts tempêtes d'hiver et stalactites à l'unisson pour créer une attaque puissante. Même l'épéiste est surpris par le fait que ce mage ait combiné la glace et le vent ensemble. Le sort connu sous le nom d'explosion de stalactite est le résultat de la combinaison, et c'est un grand obstacle car de nombreux pics bloquent le chemin de l'épéiste. Même ainsi, il les traverse sans trop de difficultés. Bien qu'il soit impressionné, je dois dire que ce type est une force de la nature. Il ne veut pas s'arrêter, et il est même prêt à porter le coup final, pensant que le talent de Verdun est inutile s'il ne peut rien frapper avec. Mais il ne sait pas qu'il est tombé directement dans le piège de notre gars. Parce qu'au moment où il abat le mage, notre gars l'esquive avec une pose à la Jojo, l'air majestueux comme l'enfer. Toute la pièce est choquée. Un mage a été capable d'esquiver l'attaque d'un épéiste à la vitesse de l'éclair. Et maintenant pour la belle fin, Verdun canalise l'aura de Gojo Satoru, et tout comme Gojo dit Violet, cet homme dit Ignition, libérant un sort destructeur qui fait exploser l'espace. Malheureusement, l'épéiste est capable de survivre à l'explosion même s'il a été surpassé par le mage qui l'a attiré pour le frapper. Cela montre clairement que Verdun n'est pas seulement un mage talentueux, mais aussi un tacticien de génie. Pourtant, l'épéiste pense que c'est inutile car la même tactique ne fonctionnera pas deux fois. Réalisant que ces petits stratagèmes ne fonctionneront plus, Verdun redouble d'efforts en disant qu'il va alors commencer à se battre comme un mage convenable. Tout d'abord, il utilise un sort sur les aventuriers juste derrière, utilisant sa manipulation du sol pour ériger une tour de la terre. Iris est surprise, tout comme son groupe, ne sachant pas quand cela s'arrêtera. Cela s'arrête en fait, mais au moment où cela se produit, vous pouvez appeler cela une falaise avec cette hauteur. Iris réalise rapidement que Verdun a utilisé la manipulation du terrain même si cela coûte une grande quantité de mana, surtout quand il a besoin de ce mana dans un combat dangereux comme celui-ci. Pas seulement ça. D'après son observation de sa capacité de double incantation, elle commence à croire qu'il a une putain de réserve de mana géante à l'intérieur de lui parce que tout ce qu'il fait dépasse les capacités d'un mage normal. Elle dit carrément que son style de combat est complètement peu orthodoxe et unique. C'est vrai, les amis, parce que ce n'est même plus un mème. Verdun se déplace vraiment comme Gojo avec la façon dont il regarde son adversaire de haut. L'épéiste pense que voler dans les airs est un acte de lâcheté pour un mage, surtout quand il pensait qu'il y avait plus à venir, mais alors la réalisation se déclenche dans son esprit. Bien sûr, Verdun a utilisé le vol pour se déplacer dans les airs, mais cela soulève la question de savoir pourquoi il a risqué de dépenser une immense quantité de mana pour sécuriser les aventuriers en haut. Alors qu'il jette un coup d'œil à son propre reflet dans l'eau, il réalise que le sort d'ignition d'avant a fait fondre les éclats de stalactites. Préparez-vous pour une pure masterclass sur la stratégie car la prochaine attaque va être tout. Verdun se prépare tandis que l'épéiste commence à frissonner en réalisant ce qui se passe. Même Iris est à court de mots. L'étonnant mage libère une libération complète de magie de la foudre alors qu'un tonnerre palpite de son être. C'est un type de magie si rare que seule une rare exception de professeur à l'académie de magie peut l'utiliser. Invoquant le 3e rang, Verdun rugit sur son adversaire le sort frappe de tonnerre. Cela me rappelle le sort de dragon de foudre de Sasuke, Kirin. Le type frissonne de douleur extrême, se demandant s'il affronte The Sissi. Le fait que ce type ait utilisé 3 éléments de base et même l'élément avancé de la foudre.
En parlant de triple incantation, Verdant utilise les 3 éléments pour attaquer l'épéiste étourdi. L'attaque se traduit par la destruction, soulevant de la fumée et de la poussière. À la fin de cette frappe, Verdant descend des airs, interrogeant l'état pathétique de son adversaire, s'enquérant de l'ORC variant qu'il a rencontré sur le territoire de Pit. Maintenant, il est curieux de savoir si tout est lié à ce personnage de professeur. Le corps ensanglanté de l'épéiste qui penche tremble, mais il rassemble toujours la capacité de parler et d'exprimer son choc, réalisant que Verdant est celui qui est responsable de l'anéantissement de la variante ORC. Même dans son état, un sourire malicieux apparaît sur son visage alors qu'il se demande si Verdant vient de l'Arche. C'est surprenant même pour le mage qui ne semble pas en avoir connaissance. L'épéiste pense que c'est bien s'il ne sait pas ce qu'est l'Arche. Il veut juste être tué, surtout quand son corps est plié de plus de façons que je ne peux en compter. Verdun prolonge sa torture et l'encourage à en savoir plus sur le professeur, déclarant qu'il est intéressé par les expériences qu'il mène. Bien sûr, l'épéiste comprend pleinement qu'il serait préjudiciable à son groupe s'il partage des informations sur le professeur. Il appâte donc Verdun en lançant une attaque finale, espérant qu'ils meurent tous les deux dans cette instance. Le projectile est rapide et pensait que c'était une tactique intelligente. Notre gars le bloque facilement avec sa barrière. Réalisant que c'est ce qu'il va obtenir de l'épéiste, notre gars met fin à ses souffrances avec sa capacité de brisement de la terre. Quelle fin horrible. Et pourtant, malgré le fait d'être allé aussi loin, il n'a toujours rien appris sur les bouffons. Quant au groupe d'aventure, ces gars sont ici intimidés par le mage. Ils sont sur leur garde alors que sa silhouette imposante leur ordonne de travailler pour lui à partir de maintenant. Dans la scène suivante, nous passons à la partie où Iris collecte la récompense de compensation supplémentaire du chef du village pour avoir terminé la mission. De plus, elle s'est assurée de menacer les villageois pour ne pas avoir signalé l'implication du gobelin mutant. Et juste pour la faire taire, le chef du village a ajouté 1 million supplémentaire. C'est de l'argent facile, et elle pense qu'ils ont payé leur dû, ce qui signifie qu'ils peuvent se séparer maintenant du mage. Cependant, notre gars les arrête et leur remet une part, déclarant que c'est leur commission bien méritée pour la prochaine mission. Après tout, ils se rendront de ce village à la ville de Marty, et il va avoir besoin de son aide. Peu de temps après l'incident, ils ont commencé leur voyage vers la ville de Marthe. Le chef du groupe, qui est la mage Iris, était obsédé par lui pendant leur voyage, voulant en savoir plus sur sa connaissance de la théorie élémentaire et de la magie. Ce n'est pas comme si elle était une personne ennuyeuse, alors il l'a divertie avec une bonne conversation. Mais en peu de temps, ils étaient déjà dans la ville. Sachant que cet endroit est immense, Verden pense qu'il doit sûrement avoir un système bancaire. Après tout, il a plusieurs rapports à informer à la guilde des aventuriers. Iris demande où il veut aller en premier. Il partage son intention d'ouvrir un compte bancaire et de s'occuper de la prime. Pour cela, elle recommande d'aller à l'hôtel de ville. Iris le guide immédiatement car elle connaît cet endroit de fond en comble. La réaction hilarante vient du reste de son groupe. Il n'arrive pas à croire qu'elle agisse si calmement avec le même type qui a assassiné l'épéiste sans hésitation. En dehors de cela, parlons des récompenses de prime. Elles sont toutes gérées par l'hôtel de ville de Marthe. Malheureusement, Verdun était sur le point d'avoir des ennuis pour ne pas avoir de pièce d'identité sur lui car il n'en a pas encore créé une après avoir changé de corps. Heureusement, grâce à la garantie qu'il a reçue du baron Pitt, personne ne lui a posé de questions. Même le garde a fini par être déconcerté et lui a permis d'entrer. En dehors de cela, lorsque la nouvelle de son impression sur le baron Pitt s'est répandue, ils ont fait preuve d'une grande hospitalité en raison de ses actes. L'homme devant eux les a grandement remerciés d'avoir sauvé le territoire Pitt, principalement parce que sa famille y vit, et Verdun a indirectement assuré leur sécurité. De plus, le mage reçoit également une pièce d'identité officielle pour commémorer ses réalisations. Grâce à cela, il a pu ouvrir son compte bancaire, donc tout s'est arrangé tout seul. Bien sûr, il a déjà un deuxième compte à Verante. Mais au moment où il effectuera des transactions à partir de celui-ci, le maître de la tour le traquera et fera le lien. Notre garçon ne peut pas se permettre d'être négligent pour l'instant. Ensuite, il se rend chez un forgeron, demandant à ce que sa baguette soit transformée en bâton. Bien sûr, il faudra du temps et des matériaux pour le fabriquer à la perfection, un délai de 3 jours est donc demandé. En attendant, le forgeron lui tend un bâton magnifique avec un joyau violet dessus. Iris se demande s'il les préfère aux baguettes. Le fait est que, comme il était traité comme de la saleté dans la tour de magie, ils l'ont forcé à utiliser des balais pour balayer. C'est ainsi qu'il a pris l'habitude d'utiliser un bâton. Il ne dit aucune de ces informations à Iris et se rend simplement à leur prochain emplacement, la bibliothèque publique de Marté. Cet endroit est censé avoir d'excellents livres sur la magie d'enchantement. Iris confirme cela, mais elle pense toujours que les livres seront bien en dessous de son niveau. À son choc, Verdun exprime son intérêt pour les livres de base et désire les avoir tous. Encore une fois, elle est choquée par sa demande inhabituelle. Peu de temps après, la pauvre fille doit empaqueter une tour de livres de sort de base. Même le réceptionniste se dit, qu'est-ce qui se passe? Notre garçon lui dit de facturer tous les frais sur son compte bancaire pour la location des livres, et il aimerait également qu'ils soient livrés au dernier étage de son hôtel. Lorsque le réceptionniste demande combien de livres il veut faire livrer,
Verdun répond de manière hilarante, exprimant son intérêt pour tous. Lui et Iris sont à court de mots à ce stade. Les coûts ne sont pas un problème pour un garçon car il a déjà reçu son argent de prime. Il a réussi à ouvrir un compte bancaire et à faire fabriquer un bâton ainsi qu'à louer tous les livres. À la fin de leur journée, Iris est un gâchis, complètement épuisé. Mais notre garçon va très bien en lisant ses livres. Le chef de groupe ne sait toujours pas quel genre d'homme il est et demande curieusement s'il a bien atteint toutes ses destinations. Verdun répond de manière ambiguë que c'est suffisant pour aujourd'hui, ce qui est terrifiant car cela signifie qu'elle devra l'aider à naviguer dans encore plus d'endroits. Réalisant qu'elle n'a même jamais demandé son nom, elle se demande comment il aimerait être appelé. Utilisant Asher comme alias, il ne se soucie pas beaucoup des noms. Iris promet de l'appeler Asher tant qu'il la traite également avec désinvolture. Sentant une grande opportunité, la fille décide de lui poser la seule question qui la dérange le plus. Que faisait-il dans cette grotte? C'est mauvais. Vous pouvez voir dans l'expression de notre garçon qu'il ne veut vraiment pas répondre à cette question. Il ne peut pas s'excuser de les avoir sauvés par pure coïncidence, alors il décide de s'en tenir à une excuse générale. Verdun abandonne son ton formel et révèle qu'il chassait sa cible. Réalisant qu'il s'agit en fait de l'épéiste dont il parle, elle réfléchit rapidement à leur conversation concernant le professeur. Cela lui fait se demander si son rôle est celui d'un enquêteur secret qui traque une organisation corrompue. Malheureusement, notre garçon admet qu'il n'a pas obtenu beaucoup d'informations de la chasse, mais il est heureux de son aide pour la journée. Elle l'aide en l'accompagnant jusqu'à son hôtel. La nuit arrive, et elle lui fait ses adieux. Iris pousse un soupir de soulagement. Elle a enfin fini de l'aider. Épuisée, elle se repose sur un banc, réalisant qu'elle a affaire à un homme étrange. Mais le fait qu'il puisse posséder plusieurs attributs élémentaires tous en même temps et en même temps transporter une quantité absurde de mana le rend spécial à ses yeux. En dehors de cela, même pour son âge, il a une compréhension incroyablement bonne de la théorie fondamentale de la magie, encore meilleure que certains de ses professeurs. Complimenter notre garçon finit par la faire baver sur son apparence. Je veux dire, il est gojo de Manuel avec des cheveux légèrement plus longs. Encore une fois, elle trouve hilarant qu'il soit complètement sec et inintéressant dans ses conversations. C'est comme parler avec un objet inanimé. Iris a des papillons dans le ventre juste en pensant à lui et doit se retenir. Le comparant au reste des mages qui sortent de l'académie de magie, elle en conclut que Verdun est le plus talentueux de tous. Il est la définition d'un individu talentueux. Déterminée, elle se prépare à l'embêter encore plus au sujet de la magie. La situation passe de 0 à 100 lorsqu'une explosion géante anéantit son hôtel et l'engloutit dans les flammes. L'expression d'Iris se transforme en désespoir, voyant l'endroit brûler depuis le dernier étage, là où il est censé être. Soudain, la silhouette d'un certain homme commence à apparaître dans la colonne de flammes. À son horreur absolue, c'est lui. C'est Asher, et il a l'air vraiment en colère. La scène passe au professeur supposé qui entend fraîchement les nouvelles de la mort de Serigan. Vous savez, le type avec l'épée. Impassible, le professeur demande qui l'a tué et apprend que des traces de magie offensive ont été découvertes à l'intérieur de la grotte. Cela implique qu'un meurtrier est inconnu. Mais avant même que le type ne termine sa phrase, le professeur brise un verre sur sa tête, déclarant qu'il ne sert à rien de jouer l'idiot dans cette situation. D'un ton affirmatif et glaçant, le professeur perce son regard et répète sa question. Cette fois, l'homme de main explique qu'ils n'ont pas encore arrêté de suspects, mais ils ont acquis des preuves d'un groupe qui a attaqué la grotte à la demande du village. Le professeur trouve cette nouvelle extrêmement décevante. La perte de Sargent est pleurée par lui car il était l'une des personnes les plus fiables dans les environs. Il découvre également que le sujet de test a également été tué. Les restes du gobelin ont été effacés ainsi que Surgeon, mais le professeur s'en fiche. Il est juste énervé qu'il n'ait pas pu retrouver l'homme qui a tué Surgeon. Le fait que 2 de ces sujets de test de confiance du territoire de Pif ont été perdus d'affilée, puis le gobelin et Surgeon sont également tués. Même si les résultats de son expérimentation sont sur le point d'être achevés, le professeur commence à penser que peut-être le monde extérieur est en train de les rattraper. Cette fois, il ordonne à l'homme de tuer l'auteur des faits pour de bon. Bien qu'il obéisse silencieusement, le type bouillonne à l'intérieur à cause de l'attitude du professeur. Il a pleinement l'intention de faire une déclaration en revenant avec la tête de l'homme responsable juste pour faire taire son vieux cul. Et puis revenons à quelques minutes avant l'explosion. Verdun s'est retrouvé à lire des sorts de magie de base tandis que son espion l'observait tranquillement. Alors qu'il trébuchait en lisant les livres, les trouvant inefficaces pour la plupart, l'espion pensait qu'il tuerait facilement Verdun au moment où il s'endormirait. Mais tout d'un coup, la pièce est devenue silencieuse. Jusqu'à ce que Verdun chante Earthbound comme un sort, effrayant le type alors qu'il s'enfuyait de peur. Avec sa position exposée, il se rend sur le terrain élevé, incapable de comprendre comment il a été détecté malgré sa capacité de furtivité, et cela nous amène à la situation actuelle. Le vicieux Verdun verrouille sa cible dans la foule. L'espion a une peur bleue et veut s'enfuir, et il n'arrive pas non plus à croire que notre garçon a eu le cran de déclencher un sort d'explosion dans un hôtel public. Ayant confirmé son statut de magie de 3e niveau, il a l'intention de se retirer. Mon majestueux roi aux yeux bleus plane simplement dans l'air comme un dieu. Afin de fabriquer sa fuite, l'homme sème le chaos en qualifiant le mage de terroriste, le qualifiant d'ennemi. Cela sème la panique dans la foule.
Le chaos s'ensuit tandis que Verden se retrouve stupéfait. Il a affaire à un assassin qui a contourné son sort de détection de magie. La seule raison pour laquelle notre garçon a pu l'attraper est à cause de la propre erreur de l'assassin. Ayant de nouveau effacé complètement sa présence, Verdun le trouve rapidement, arguant que s'effacer complètement rend encore plus évident. C'est comme un trou noir sur une feuille de papier. Il ressort. Le mage lance un sort rugissant et attrape le type avec l'attaque. Même l'assassin a du mal à comprendre comment cet homme a pu utiliser la logique manhwa pour le trouver ici. Il est effrayé au point de comparer Verdun à un monstre, une créature qui ne se soucie pas du bien-être des civils alors qu'il lance des sorts dangereux. Il serait juste de considérer Verdun impitoyable au combat, car cet homme prépare encore un autre cercle de flèches magiques et le déchaîne sur l'assassin en fuite. Malheureusement, l'assassin s'introduit dans un bâtiment afin de s'abriter de toute attaque aérienne. Cela force le mage à se dissiper et à retourner au sol. Il suit à l'intérieur, réalisant que son adversaire a délibérément choisi un endroit rempli de vagabonds ivres. Immédiatement, les gens ici agissent de manière suspecte, même si Verdun veut juste en savoir plus sur le type qui a traversé l'endroit en courant. Le crâne chauve lui dit que s'il veut des informations, il devra en payer le prix. Réalisant qu'il est dans une impasse ici, notre garçon reporte son attention sur son environnement, évaluant qu'il n'y a pas de sortie dans les environs. Au moment où il pense que l'assassin est à l'intérieur, l'épéiste traverse la poitrine du crâne chauve. Sa stratégie était clairement de surprendre Verdun en l'attaquant à travers un vagabond. Un geste brutal, oui, mais aussi une stratégie lâche à ses yeux. Déchaînant son sort d'onde de choc, il envoie l'assassin voler, forçant une certaine distance entre eux. Mais même ainsi, ce n'est pas suffisant pour éliminer ce type. Il en bloque la plupart avec sa lame et évalue la situation. Sachant que les mages ordinaires sont incapables d'attaquer et de se défendre en même temps, la stratégie de l'assassin repose sur le fait de forcer Verdun à ouvrir une barrière magique, et à ce moment-là, il utilisera une bombe fumigène pour se sortir de cet endroit. Mais notre garçon est prêt pour cette fumée. L'assassin se jette ouvertement pour le frapper, espérant le moment exact où son adversaire ouvrira une barrière défensive. À son grand choc, la réponse du mage n'est pas la défense, mais plutôt un sort offensif. Il utilise de l'os de terre à la place d'une barrière, prenant complètement l'assassin au dépourvu. Avec une masse de mana concentrée sur le bord de son bâton, le mage dominant alimente son cristal, faisant réaliser à l'assassin qu'il a affaire à un mage qui ne perd même pas au corps à corps. D'après tout ce qu'il a observé jusqu'à présent, l'assassin est certain qu'il a affaire à quelqu'un qui possède le calibre d'un mage de guerre, ce qui est un titre de malade, si vous voulez mon avis. Le bâton chargé frappe l'abdomen de l'assassin avec une telle force qu'il en fait jaillir du sang, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi un dessert sous la forme d'un sort d'os de terre. L'assassin pense qu'il est cuit pour de bon. Dans un corps à corps désespéré, il utilise la bombe fumigène et crée une fenêtre pour s'échapper. Verden se débarrasse rapidement de la fumée en utilisant sa capacité de tourbillon, mais au moment où il le fait, l'assassin est déjà parti. Tout ce dont il avait besoin, c'était une seconde pour utiliser la technique de disparition secrète de Batman. Les choses ont mal tourné, et elles ne font qu'empirer à partir de là, car les gardes de la ville sont tous rassemblés pour arrêter le pyromane responsable de l'explosion de l'hôtel. Je commence à le considérer comme un super-héros débutant qui est imprudent et ne sait pas comment contrôler ses pouvoirs ou empêcher les dommages collatéraux. La nouvelle parvient aux oreilles du maire de la ville, qui ne parvient pas à comprendre comment le héros du territoire de Pitt est soudainement le terroriste de la ville de Marty. Henry est informé que le mage Asher dit qu'il a été attaqué par quelqu'un qui a tenté de l'assassiner dans son auberge, ce qui a entraîné des complications. De plus, ils ont établi une relation entre cet incident et un autre impliquant le meurtre d'un aventurier dans leur guilde. C'est pourquoi le maître de guilde de la ville, Oscar, a personnellement décidé de superviser la situation. Le maire Henry se rend compte que le mage doit se sentir assez ennuyé, étant juste entré dans la ville et déjà attaqué. Quant aux dommages, il est clair que le dernier étage de l'hôtel a été considérablement détruit. Il y a aussi un décès signalé d'un criminel, le même vagabond qui était dans le bâtiment. L'assassin est lié à ces deux dommages et est actuellement traqué. De plus, ils ont également reçu un témoignage personnel prouvant l'innocence d'Asher. Un aventurier a partagé qu'Asher avait trouvé un gobelin muté et avait également vaincu un épéiste dangereux dans la grotte. Mais lorsque les gens sont arrivés pour enquêter sur la grotte, il n'y a eu aucune mention des gobelins. Pas même de cadavres n'ont été laissés derrière. C'était vide. Cette information est vraiment importante car la grotte a été nettoyée. Le maire Henry se rend compte que tous ces incidents doivent être liés les uns aux autres, et le fait qu'ils soient dissimulés à ce point suggère le travail d'une organisation maléfique qui traque spécifiquement les aventuriers. Il se demande s'il y a d'autres signalements d'incidents comme ceux-ci. À cela, Oscar révèle qu'ils ont déjà tenté de donner un garde du corps à Asher. Cependant, à cause de ce qui s'est passé l'autre jour, quelqu'un a répandu malicieusement la rumeur selon laquelle Asher serait le cerveau derrière l'attaque terroriste. C'est pourquoi personne ne veut le protéger, le considérant comme mauvais et indigne de confiance. C'est une situation frustrante même pour le maire. Sa seule option restante est de parler à ses chevaliers personnels pour le travail. Ainsi, le lendemain, à l'hôtel de ville de Marthe, notre garçon s'est retrouvé émerveillé par son nouveau bâton. Je dois dire qu'il a l'air incroyable aussi.
Avec son équipement prêt, notre garçon est prêt à se battre. Mais à ce moment-là, un chevalier arrive et le trouve. Jason est le vice-capitaine des chevaliers, et il a été assigné au rôle de protection du mage. Au premier coup d'œil, même Jason ne peut pas se défaire du sentiment que Verdant est le mage fou dont on parle. En parlant de notre garçon, il se rend compte que le maire ne le soupçonne plus s'il lui assigne un garde du corps comme celui-ci. Cependant, ce qui est particulièrement intéressant à propos de Jason, c'est son apparence juvénile ainsi que son talent d'épéiste de 3e rang. Verden veut quitter la réception de l'hôtel de ville, mais Jason pense qu'il devrait accepter la condition de le laisser l'accompagner d'abord. Considérant cela comme une situation malheureuse, il accepte de prendre le chevalier avec lui. Mais cette attitude humilie le vice-capitaine parce qu'elle implique que le mage le regarde de haut. Après avoir voyagé pendant une demi-journée, Jason commence à être vraiment frustré et se demande où diable ils vont. Curieusement, notre garçon lui rappelle qu'il peut aller où il veut. Son garde du corps doit le suivre après tout. Mais le jeune vice-capitaine trouve ennuyeux qu'ils aient marché pendant des heures sans aucun objectif. Heureusement pour lui, ils sont enfin arrivés. L'endroit pour lequel ils ont voyagé pendant de nombreuses heures est ici, et il ressemble à un vieux bâtiment minable sans rien de spécial. Le vice-capitaine n'arrive pas à croire qu'ils ont gaspillé tout ce temps juste pour se tenir devant. Au moment où ils s'enquièrent de leur objectif, Verdun fait littéralement exploser le bâtiment. Cet homme n'en a rien à foutre. Imaginez qu'il y avait des gens à l'intérieur. Michael Bay devrait envisager de l'embaucher. Le vice-capitaine frissonne de choc, ayant vu le mage anéantir un bâtiment avec de la magie sans aucune pensée. Le mage exprime qu'il est venu ici pour trouver quelqu'un, en particulier l'assassin de Rakai qui a essayé de l'assassiner l'autre jour. Jason demande à confirmer l'emplacement de l'assassin, seulement pour que notre garçon confirme qu'il est quelque part par ici. De leur combat l'autre soir, le mage intelligent a brièvement touché son corps et lui a laissé un sort. C'est un sort unique qu'il a appris récemment, lui permettant de créer des liens et des flux de mana à travers les lieux. Cela s'appelle Trace, anciennement considéré comme de la magie de suivi. Le fait que son sort soit toujours en cours d'exécution signifie que l'assassin n'a aucune idée qu'il est placé sur lui. C'est une bonne chose pour le mage, cependant, car avec cela, ils ont réussi à découvrir un passage souterrain secret. De plus, le flux de mana de son sort lui dit que l'assassin est descendu là-bas. D'après l'échelle, Verdun suppose que le passage souterrain doit mener quelque part à l'extérieur de la ville. Il apprend également qu'aucun des chevaliers ou des habitants de Mart City ne semble être au courant de ce tunnel secret, même s'ils ont été formés pour mémoriser tous les lieux secrets. Et pourtant, cet endroit n'était pas considéré comme l'un d'eux. Les pièces commencent à s'assembler dans sa tête alors que Jason relie les points du but du tunnel et se rend compte que la ville risque une énorme faille de sécurité qui peut se produire à tout moment. Immédiatement, il sort sa lame, exhortant à ce qu'il scelle le passage immédiatement, mais le mage n'a pas encore tout à fait fini. Bien que sceller le tunnel soit important, ce qui est encore plus important, c'est suivre l'assassin qui s'est échappé. Eh bien, Jason soutient qu'il devrait appeler des renforts dans une situation comme celle-ci, mais Verdun pense que s'ils attendent trop longtemps, l'assassin s'échappera. Ils doivent se dépêcher dans le présent, et en disant cela, il descend dans le tunnel, laissant le chevalier sans voix. Il pense que Verdun agit d'une manière bien trop décontractée envers un vice-capitaine de la ville. Encore une fois, il semble que le mage sous-estime les capacités de Jason. Énervé, il saute lui aussi dans le tunnel, croyant que tous les mages ont la même attitude agaçante. En parlant de ça, tu te souviens de l'assassin qui s'est échappé? Il se promène lentement avec la pose du bras cassé de Vegeta. Le type rumine sur le fait qu'il a perdu un temps fou à glander. Juste après s'être échappé de la bataille, il lui a fallu un certain temps pour récupérer et soigner ses blessures. Il s'est également assuré d'effacer ses propres traces, afin qu'aucune trace ne soit laissée derrière. C'est pourquoi il est resté ici si longtemps. Mais vu la façon dont il gère cette situation, il est certain que son patron terrifiant va le tuer. Il est tellement effrayé par cette pensée qu'il envisage de s'enfuir dans un endroit sûr. Mais quelle différence cela fera-t-il? Parce qu'une organisation comme les Crocs de la gourmandise le mettra à terre de toute façon. Le mieux qu'il puisse faire est d'espérer que le professeur aura pitié de lui. Quelque temps plus tard, l'assassin se présente devant le professeur qui ne semble pas être de bonne humeur. La nouvelle de l'incident de Mart City s'est répandue partout au point que même lui en a entendu parler. Le professeur s'énerve, soulignant la pure stupidité de son serviteur qui a fait une performance si spectaculaire que toute la ville est maintenant en alerte. Il pense avec humour que ce type est l'assassin le plus nul parce qu'il n'a même pas pu faire son travail correctement en le gardant discret. Afin d'entendre pleinement sa version, il exige une explication complète de ce qui s'est passé. Le type commence par expliquer comment il est allé à Mart City et a vérifié auprès du département des transports pour découvrir l'emplacement de Verdun. Bien qu'il ait tendu une embuscade, son adversaire intelligent l'a localisé et a utilisé un sort destructeur qui a mis la situation en évidence dans la ville. Il a fait de son mieux pour se cacher parmi la foule, mais le mage persistant l'a obstinément poursuivi. Une bombe fumigène lui a sauvé la vie et a provoqué une retraite. En entendant cela, le professeur n'est pas du tout content. Il pense également que Verdun aurait poursuivi l'assassin si les chevaliers de la ville ne l'avaient pas affronté à un moment inopportun, mettant fin à sa chasse. Mais même alors,
le professeur ne l'accepte pas. Il pense qu'il y a un but plus profond associé au mage qui a mis fin à sa chasse. La réalisation le submerge finalement. Il y avait une raison intentionnelle pour laquelle il a laissé l'assassin s'enfuir comme ça. Immédiatement, il dit à l'assassin idiot d'enlever son armure et de la brûler jusqu'au sol. L'assassin ne sait même pas ce qui se passe et suit l'ordre, brûlant l'armure immédiatement. L'armure brûlée révèle des traces de mana, rappelant l'erreur critique de l'assassin. Lorsqu'il a été frappé par le bâton, Verdant lui a lancé un sort supplémentaire. Le professeur devient fou, réalisant que le remplacement a été découvert. Ils doivent partir tout de suite, sécuriser le spécimen et détruire tout le reste. Mais, malheureusement pour eux, notre garçon fait son entrée explosive tout de suite, réalisant pourquoi son sort de traçage a cessé de fonctionner. Il est heureux que ses ennemis aient réussi à découvrir son plan secret, mais cela n'aura plus d'importance. Après tout, ils ont été retrouvés, et il n'y a aucun moyen pour eux de s'échapper. La chasse au chat et à la souris est terminée. Évaluant le niveau de menace de la situation, Verdant note immédiatement que le type en face de lui est l'assassin qui l'a attaqué, et que le vieil homme derrière lui, basé sur les indices qu'il a reçus en cours de route, doit certainement être le professeur lié à toutes les expériences. Se retrouvant dans une situation délicate, le professeur affronte finalement le mage fou. Il n'arrive pas à croire que l'Arche enverrait une personne aussi folle de leur côté. Assez ennuyeux, Verden n'arrive pas à comprendre pourquoi l'Arche est constamment mentionnée chaque fois qu'il affronte ces gens. C'est comme la situation dans la grotte. Il veut extraire toutes les informations qu'il peut obtenir, mais son travail immédiat est de les abattre tous les deux en premier. Alors il utilise une lance de terre pour les prendre au dépourvu. Eh bien, l'assassin s'avance pour bloquer le sort. Le professeur est toujours en colère que son subordonné idiot ait gâché les choses au point que leurs ennemis sont à la porte. Dans une situation comme celle-ci, le professeur lui dit de gagner du temps pendant qu'il peut faire avancer son plan. Verdun ne veut pas que son cul s'enfuit, alors il lance plus de flèches magiques pour l'attraper rapidement. Malheureusement, elles sont toutes bloquées par l'assassin qui s'avère être une diversion pour que son maître s'enfuit. Il ne peut pas risquer d'échouer plus qu'il ne l'a déjà fait. Même s'il a bloqué une version affaiblie de son attaque, Verdun pense que s'il va trop loin, il pourrait finir par tuer le type, et il ne veut pas perdre sa chance d'obtenir des informations. En ce moment, il est dans une situation délicate. Il doit capturer sans tuer. L'assassin se met à déchaîner son épée contre le vice-capitaine qui se défend avec compétence. Jason ordonne à Verdun qu'il s'occupera des choses ici, permettant au mage de passer et de poursuivre le professeur. Sans perdre son souffle, cet homme vole littéralement en avant ressemblant à un personnage de Dragon Ball Z ici, faisant regretter à Jason de l'avoir aidé parce que Bro n'a même pas dit merci et est juste parti. Malgré une vitesse incroyable, Verdun ne parvient pas à trouver le professeur. Seul un peu de temps s'est écoulé, il n'est donc pas logique qu'il se soit échappé trop loin. Soudain, il est surpris par une puanteur dégoûtante. C'est la puanteur des cadavres en décomposition. Le mage affronte enfin le professeur, qui apparaît plus confiant et sinistre que jamais. Il savait que son subordonné ne parviendrait pas à arrêter le mage fou, mais il est heureux que Verdun soit venu de toute façon parce qu'il mourrait d'envie de montrer au monde sa création. Dans la cage géante derrière lui se trouve une armée de créatures à la bouche déchirée, les bouffons. Le mage prend conscience de la situation et réalise que ce professeur fou a créé des hordes de ces monstres à la fois. Le nom bouffon semble être une moquerie de l'intention du professeur. Il prétend que ces créations sont ses évolutions personnelles. Cependant, les créatures sont toujours considérées comme des échecs qui ne sont pas entièrement perfectionnés. Elles ne répondent pas à la norme qu'il vise à atteindre, et pourtant il pense qu'elles seront plus que suffisantes pour arrêter un mage. Alors il devient fou et les libère de leur cage, envoyant un groupe d'orques et de gobelins géants sur son chemin. Alors que les créatures s'approchent rapidement de lui, le mage réalise qu'il devra s'occuper de ces types toute la nuit s'il les bête un par un. Alors il opte pour l'approche la plus intelligente, combinant la magie de l'eau et du tonnerre, invoquant à nouveau le double lancement, et déchaînant une vague de tonnerre comme un sort éruptif. Ce sort lance une vague d'eau déferlante et la combine avec des éclairs, éliminant pratiquement les ennemis à grande échelle. Il attrape même le professeur et le fait tomber, ce qui l'amène à exprimer son agacement. Ayant observé ses capacités personnellement, le professeur est en train d'avoir son « oh, merde. Je suis foutu parce que ce n'est pas un mage de 3e rang ordinaire. » De la façon dont il contrôle ses pouvoirs, ce type semble être un magicien de 4e rang du plus haut calibre. Il détruit littéralement toutes les mutations sans trop de difficultés. Ayant passé des décennies à rechercher et à fabriquer ces psychopathes monstrueux, il est absurde que tout soit sur le point de se terminer en l'espace de quelques minutes. Dans une tentative désespérée de sauver sa vie, il ouvre une porte secrète et entre dans la pièce où son spécimen ultime est conservé à l'intérieur d'une chambre. Cette créature est la plus belle création du professeur, un chef-d'œuvre qui me terrifie plus je la regarde. Bro a un corps en sablier pour lequel les filles seraient prêtes à mourir. Je me demande quelle est sa routine d'entraînement. Verdun rattrape rapidement le professeur lâche qui n'arrive pas à croire que le mage a anéanti tous ses sujets de test si vite. Notre garçon admet nonchalamment qu'il les a tous brûlés, il n'y a donc aucun moyen de s'enfuir maintenant. Le professeur trouve toute la situation ridicule. Même s'il les considérait comme ses sujets de test ratés, ils étaient toujours puissants en nombre.
Un mage ne devrait pas suffire à les tuer tous, pas si vite. Avec cet accomplissement seul, il est certain que Verdant est du calibre du 4e rang pour un mage. En parlant de notre garçon, il est intrigué par la vue de la créature conservée dans la chambre. La nervosité du professeur est remplacée par sa fierté. Il n'a jamais été aussi fier d'une création auparavant. Cette créature est surnommée gourmandise, le symbole même de leur groupe et de leur idéologie. C'est la forme de vie ultime qui dévore tout en vue pour devenir plus puissante. Verdant a des frissons quand il entend que cette créature est censée être l'avenir de l'humanité. Il ne peut pas risquer que les choses deviennent incontrôlables et tranche le bras du professeur. Enfin, un protagoniste qui essaie d'éliminer une menace avant qu'elle ne se réveille. Même alors, c'est malheureux pour lui parce que malgré ses cris de lamentation, le professeur avait déjà appuyé sur le bouton avant que son bras ne soit coupé. Voici, l'abomination connue sous le nom de gourmandise. Mec, si cette créature est censée représenter l'avenir de l'humanité, inscris-moi hors de ça. Verdant réalise enfin le plan du professeur, qui rit victorieusement, soulignant que les immenses réserves de mana du mage seront sa perte. À cause de la gourmandise, il fixe un repas 5 étoiles plein de mana juste ici. La créature démontre une capacité unique à parler, partageant sa faim. Verdun est pris au dépourvu alors que la gourmandise se contracte de manière incontrôlable avec une énergie chaotique. Le monstre baveur a déjà verrouillé sa cible, aspirant à manger le délicieux repas. Chat, est-ce que ce monstre est ri? Je sais que j'ai dit que Verdun ressemblait à Gojo, mais bon sang, même les monstres ici veulent son bâton. Plus sérieusement, lorsque la gourmandise a libéré une vague d'énergie, elle a immensément amélioré son corps. En l'espace de quelques secondes, cette créature canalise déjà des capacités qui surpassent des années d'entraînement humain. Le fait qu'un être artificiel puisse utiliser de tels pouvoirs le dépasse. Pas seulement ça. La gourmandise devient littéralement folle, ne ciblant que les parties les plus faibles de la barrière défensive de notre garçon, exposant toutes les ouvertures imaginables. Ce n'est pas une surprise que le professeur considère cette créature comme sa plus belle création. Certes, même Verdun trouve la recherche intéressante. En même temps, il n'est pas prêt d'attraper les allégations de fraude. Alors, quand la gourmandise court en hurlant vers lui, notre garçon lui donne une gifle de réalité avec son bâton, le poussant dans le mur le plus proche. N'oubliez pas, mes amis, c'est peut-être le jour le plus fier de la vie du professeur après des décennies de recherche, mais ce n'est qu'un mardi de plus pour notre garçon. Déclarant la créature plus faible que lui, Verdun attend son prochain mouvement. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.